Je dois créer une peur supérieure à la peur que tu as de te décevoir toi-même. Tu es tout le temps dans une seringue. Tu mets le pied exactement là où tu devrais être, comme une sorte de route céleste. Mon cerveau était en transe. Tu es condamné à être déçu. À partir de maintenant, tu ne le referas plus jamais, ça. Ma mère disait, je pensais que tu continuais 2-3 ans après, tu faisais une crise cardiaque. Ce que tu perds en confort, tu t'en fous, parce que ce que tu gagnes en expérience, tu es riche de ce que tu as donné, pas de ce que tu as gardé. Ouais, en Chine, j'ai eu honte des stéréotypes que j'avais sur la Chine. Il y a plein de zones d'ombre dans les boîtes où là, tu mets de l'IA, c'est nickel. Là, vu ce qui se passe avec les 3 sujets dont j'ai parlé, écologique, technologique, démographique, tous ceux qui attendent vont se faire dévorer tout cru. Vous écoutez 360 Insights. Je suis Nathalie Royer et je vous propose dans ce podcast des conversations sans filtre avec des personnalités inspirantes qui façonnent le monde d'aujourd'hui. Du monde de la tech à l'industrie du luxe, nos invités partagent avec vous leur parcours, leur succès. Mais ils vous livrent aussi les coulisses de leur business et les réalités concrètes de leur quotidien. J'ai une surprise pour vous. À chaque épisode, j'invite un invité mystère pour nous livrer une anecdote inédite sur notre personnalité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité extraordinaire. Il s'agit de Moustapha Benkalfat. Il a eu 1000 vies dans sa vie. Né en Algérie, il est arrivé en France pour ses études et à peine âgé de 23 ans, il a créé une prépa, PGE-PGO, qui a marqué des générations d'étudiants dans leur préparation des concours pour les grandes écoles de commerce. Suite à cela, au bout de 10 ans, il a revendu PGE-PGO et est parti en tour du monde pendant 3 ans avant de revenir en France pour créer J'Optimise, une plateforme de coaching, formation en ligne et surtout axée sur la reconversion. Mais il est aussi en parallèle instructeur pour LinkedIn, enseignant aussi à l'EDEC et il est désormais partenaire dans le cabinet de conseil Halifax. On est revenu sur son parcours, ces 10 années de PGE-PGO, ce que ça lui a coûté vraiment en termes de sacrifice, ce qui le motive aujourd'hui, sa passion pour l'IA aussi, et comment cela va venir bouleverser nos vies, surtout dans les métiers en col blanc. Je n'en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Moustapha. Bonjour Moustapha. Bonjour. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Faut dire que notre rencontre était assez improbable. Finalement, on s'est rencontrés à un événement dans des locaux WeWork. C'était une table ronde autour de l'IA inclusive et son impact dans les cabinets de conseil. Bon, il y avait quand même du beau monde, Angélique Gérard, donc chez Iliad, Gérald Carsanti, l'ancien CEO de SAP, sa directrice de cabinet, Coran, et toi, tu étais accompagnée de Coran. Et on a commencé à discuter. Je te racontais justement que j'avais créé un podcast en interne à mon entreprise. Et quand j'avais voulu faire les retranscriptions et les traductions, j'avais galéré parce que l'IA derrière de retranscription n'était pas inclusive. Et en rentrant à la maison, je dis à mon copain, écoute, j'ai rencontré un mec passionnant ce soir. Il s'appelle Moustapha. Et là, il me dit, attends, Moustapha Benkalfat, incroyable, c'était mon prof de prépa. Improbable. Donc, du coup, je suis ravie qu'on soit là aujourd'hui, surtout que tu as eu 10 000 vies dans ta vie, donc je vais avoir énormément de questions à te poser. Et pour commencer, je voudrais bien que tu nous fasses une petite masterclass de l'IA, puisque c'est ta nouvelle spécialité. Je te remercie déjà, tous ces compliments vont me faire rougir, donc c'est très sympa déjà de m'inviter. Pour parler pour commencer avec ce sujet qui est si, mobilisateur en ce moment. Donc, la façon dont je suis venu à l'IA, et la raison pour laquelle on s'est rencontrés, et puis moi aussi j'étais très heureux de te rencontrer, et j'en avais parlé également à mon épouse en disant j'ai rencontré Jean-Vie hyper intéressant, quelqu'un qui travaille chez OVH, qui a plein d'idées, c'est rigolo, c'était assez réciproque. Donc quand derrière j'ai compris qu'on se connaissait par personne interposée, le monde est petit. Ouais, le monde est vraiment petit. Et alors sur le sujet de l'IA, c'était un peu le fil rouge de toute ma carrière. À un moment, j'ai essayé de m'investir quand je considérais qu'il y avait un sujet transformateur de la société. J'ai commencé dans le journalisme, et plutôt journalisme politique, que j'ai abandonné assez vite, pour les raisons que chacun comprendra facilement. Mais ensuite, je m'étais dit, je vais essayer de participer à la vie de la société dans laquelle je vais vivre
durant le trop peu de temps qui nous est donné de passer sur Terre, en essayant d'être un observateur ou éventuellement un acteur le plus impliqué dans les grands changements qui surviennent, tu vois. Et en fait, avec l'IA, d'une certaine manière, j'ai perçu assez tôt que ça allait être plus qu'une technologie. Moi, je m'intéresse vraiment à une sorte de méthodologie de transformation de tout. La méthodologie, on pourrait y revenir. Oui, c'est vrai. C'est toujours une question de méthode. Ouais. Parce que tu vois, enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, donc avec ton parcours, la techno, la science, c'est très bien. Mais la façon dont les gens se l'approprient, c'est en général, c'est là où il y a du frottement et c'est là où il y a une perte d'énergie qui est dingue. Donc le truc avec l'intelligence artificielle, c'est, comme sur d'autres sujets, j'ai finalement été surpris par ma propre ignorance. En me disant, mais en fait, voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce qu'on peut en faire. Et je suis si loin de ça. Donc, comme sur d'autres sujets, je m'y suis mis comme un dingue. Donc, j'en ai rêvé. Enfin, je dis que j'en ai rêvé. C'est un mensonge. J'en rêve encore. Je pense qu'il n'y a pas une nuit sans mais y alors, penser. ça a commencé quand? Quand est-ce que tu t'y intéressais? Quand est-ce que tu as mis les mains dedans? Parce que la vague de l'IA, ça fait déjà quelques années. ChatGPT, la révolution. Comment tu t'y intéressais? Comment tu t'en sers dans ta vie du quotidien? Et qu'est-ce que tu développes, en fait? Répondre à toutes ces questions en une seule réponse, c'est un sacré défi. J'aurais tendance à utiliser de l'IA pour le faire en temps normal maintenant. Mais je pense que la chose la plus intéressante dans mon parcours dans l'intelligence artificielle, c'est comment j'y suis venu. En fait, j'y suis venu à travers les gens. Je pense que la qualité la plus importante que j'ai mobilisée toute ma vie, c'est de demander. Et on en reparlera, mais dans mon parcours, savoir à quelle personne demander. Les bonnes, qui en fait savent dire quand elles ne savent pas, qui rebondissent sur les bons sujets. C'est vraiment un travail d'attention aux autres qui est très très important. Et donc j'ai eu de multiples mentors qui étaient souvent mes anciens étudiants, comme quelqu'un que tu connais bien. Et c'est eux qui m'ont... Enfin, ils n'ont pas arrêté de me faire des raccourcis de dingue. Donc je me suis formé. Mais tu vois, par exemple, sur une entreprise comme Core.ai, qui propose une solution d'intégration d'IA, je me suis retrouvé à faire des formations à 4 heures du mat, ou même, non, plutôt que ça, à 3 heures du matin, avec des Indiens sur Core.ai. Mais Core.ai, j'y suis venu grâce à Anthony Maison. Donc j'en profite pour dire à quel point Anthony Maison est une superstar et à quel point je dis ma gratitude sans limite à cette personne qui a une capacité à distinguer les bonnes tendances et à me les amener sur un plateau parfois qui sont formidables. Donc, un grand merci et toute mon admiration. Et il y en a eu plein d'autres comme ça. Donc, c'est comme ça que j'y suis venu. Après, comment je l'ai appliqué? Ma force, c'est que je suis auteur d'une méthode donc sur laquelle j'ai bossé depuis maintenant un peu plus d'1 an. Alors, le nom pompeux en anglais, c'est AI Benefit Maximization Methodology. Okay. Donc, c'est vraiment de se dire où est-ce que les plus et les moins de l'IA sont totalement acceptables dans la zone managériale. Tu arrives dans une boîte, tu te dis, bon, OK, on a par exemple des problèmes de onboarding. Problème de onboarding et les onboarding qui n'existent pas dans les boîtes françaises, c'est une catastrophe. Donc, tu arrives, tu dis, bon, bah, OK, est-ce qu'on peut faire avec l'IA des trucs qui vraiment facilitent le onboarding? Grave. Est-ce que l'IA, c'est parfait? Non. Est-ce que les imperfections de l'IA sont meilleures ou pires, enfin, sont plus acceptables ou moins acceptables que les imperfections de l'humain dans ce contexte-là? En général, tu dis, attends, bien sûr que c'est beaucoup mieux ces imperfections-là que le rien qui fait que plein de gens en France, je crois que c'est 40%, dès le onboarding, savent qu'ils ne resteront pas plus d'1 an. Impressionnant. C'est beaucoup, hein? Ouais. Et donc, l'IA, déjà, si tu maîtrises l'environnement de ton entreprise grâce à l'IA, c'est quand même mieux que d'avoir rien. Et donc, en fait, moi, j'ai vraiment bossé en disant, il y a plein de zones d'ombre dans les boîtes où là, tu mets de l'IA, c'est nickel. Et c'est vraiment où est-ce qu'on peut vraiment faire levier et attendre la technologie qui va venir. Alors, ensuite, l'autre pari stratégique dans l'IA, où là, c'est vraiment du conseil stratégique de transformation et d'intégration de l'IA, c'est
Si tu es une superstar, un mec super intelligent, blablabla, tu es content, tu cours, on va dire tu cours 20 km/h, 25 km/h, tu es très content. Mais en fait, tu cours à l'intérieur d'un train qui, lui, va à 300 km/h. Ce train-là, c'est le train de l'IA. Donc, tu as beau être très fort et pouvoir développer des solutions, etc., tu comprends que tu dois avoir un arbitrage permanent entre est-ce qu'on le développe, est-ce qu'on investit là-dessus, est-ce qu'on le fait nous, ou est-ce qu'on fait de la veille suffisamment fine pour savoir qu'ils vont le sortir. Ça sera peut-être Google, ça sera peut-être Grok, ça sera peut-être OpenAI avec je ne sais quoi, mais ils vont le sortir. Donc là, temporise, vieux. Joue. Et ça, tu es obligé de prendre le train. C'est ce que tu es en train de dire. Tu as tout à fait raison. La tendance, et c'est vraiment un peu ce que je prêche en Europe, ailleurs ça va plus vite, c'est que beaucoup de décideurs sont dans une forme de tétanie, c'est-à-dire on va attendre que ce soit sec, on va attendre que ce soit mûr. Mais en fait, tu n'as même pas le temps qu'un sujet soit mûr, que l'autre est arrivé. C'est-à-dire que c'est une vague, ce n'est pas une vague, c'est une succession de vagues énormes. Donc, c'est vraiment cette espèce de stratégie sur lesquelles je bosse pour dire aux gens, mais commence petit, avance. Et l'autre sujet, c'est il ne faut pas que l'IA soit un sujet de techos. Ouais. Si l'IA est un sujet de DSI, de CTO, etc., eux, ils vont être prudents, trop prudents, et parfois, ils vont être prudents, ils vont tuer une mouche avec une massue. Il y a des fois où en fait, il faut mettre l'IA et former les non-techniciens, parce que c'est de eux que viennent les use cases. C'est eux qui font remonter des cas d'usage qui vont être pertinents. Et tu peux quand même faire des gains de productivité énormes, même si l'IA n'est pas parfaite. Et je vois déjà ChatGPT, les gains que ça fait sur des tâches un peu chronophages ou même sur des formules Excel qu'on passerait des heures à chercher sur les forums. Là, ça va tout de suite plus vite. Tu donnes ton cas et il te sort ta formule. Donc, sachant que ChatGPT, c'est vraiment... c'est la première brique. Ouais, c'est presque une brique d'entraînement. Il vaut mieux faire tes recettes véganes sur ChatGPT et ensuite prendre même une API d'OpenAI, parce que OpenAI et ChatGPT, c'est pas pareil. ChatGPT, les données repartent dans le moteur, alors que la promesse d'OpenAI, c'est que si tu as ton API, c'est-à-dire au fond, le moteur reste celui d'OpenAI, mais c'est toi qui fabriques la bagnole. Alors que là, tu as la main ni sur le volant, rien du tout. Donc, sur ChatGPT, les entreprises ont raison de se dire on va plutôt faire des modèles internes encadrés. Moi, en ce moment, c'est ce qu'on vend beaucoup. C'est ce qui marche. Et alors, si on parle vraiment intelligence artificielle, comment c'est construit, en dehors du fait de comment tu l'utilises, si je reprends l'exemple du podcast, je te dis, il y a des bonnes et des mauvaises IA. Parce qu'il y a des retranscriptions qui vont être plutôt correctes et d'autres complètement lunaires. Et toi, tu m'expliquais qu'en fait, c'est pas... tu as une partie de paramétrage, mais c'est surtout la nourriture que tu donnes à ton IA qui va faire qu'elle va être performante ou pas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche concrètement ? Alors, et sur un cas concret peut-être que tu as eu sur Jobtimise. Ouais. Je m'adresse à tous les data scientists, tous les data engineers. Je n'ai aucune vocation à prendre votre job. Je respecte votre job et je suis entouré de gens comme vous qui me permettent de comprendre les sujets qui me dépassent. Donc, à vous tous, tout mon respect, et je vais juste expliquer comment je l'utilise au quotidien et répondre à la question par rapport à mon utilisation de personnes qui s'occupent de la méthodo plutôt que de la science pure. Ça, c'est clair. En fait, en pratique, si la donnée est pourrie, si ton IA, finalement, tu vas lui définir un périmètre d'action qui va être des données, mais si dans tes données, exemple tout bête, tu as des boîtes qui viennent dire « ça ne marche pas ». Oui, mais en fait, tu as mis quoi comme données ? On a scrappé, on a récupéré tout notre site web. Tu étais content ? Ouais, ça connaît tout sur nous. Mais dans ton site web, il y a des pages 2017, des pages 2014, des pages 2023, des pages 2024. Tu as tes tarifs de 2017. Donc l'IA, quand elle fait une bêtise sur des tarifs, mais ce n'est pas elle qui est bête. C'est parce que tu lui as fait manger de la mauvaise information. Oui. Et pareil sur des paramétrages. Sur l'IA, tu peux décider dans quelle mesure elle va être créative ou pas. Donc, si tu veux, très souvent, la façon dont on va implémenter de l'IA, le piège que je rencontre le plus souvent, c'est que tu as des gens qui pensent que c'est magique et qui ne veulent pas entendre que ça ne l'est pas. Par exemple, là encore, je m'adresse à tous les patrons de gens qui savent faire de l'IA, qui managent des gens qui utilisent l'IA. Ils ne veulent pas entendre que l'IA te fait gagner du temps,
mais que tu fais pas tout en 2 heures. C'est-à-dire que à l'arrivée, tu sais, c'est un peu comme le truc quand Internet est arrivé. On nous a promis qu'on allait arrêter de bosser et on est tous en burn-out. Donc en fait, le truc, c'est que plus tu as de l'IA, Ouais. plus tu as envie de monter en productivité, de faire des trucs comme là, un podcast comme celui que tu fais. Enfin, Internet a permis les slashers. Et c'est génial. Ça a alimenté une ouverture d'esprit, une capacité de rebond, de la créativité. On amène des choses dans sa propre boîte. Tu sais que je suis à fond là-dedans, j'ai toujours fait ça. Et donc, le fait est que ce n'est pas des gens qui sont devenus paresseux parce que ce qu'ils pouvaient faire en 40 heures, ils ont commencé à le faire en 15. En fait, ils pouvaient, certes, les choses qu'ils faisaient en 40 heures, ils ont commencé à les faire en 15, sauf qu'ils ont plutôt des semaines de 45, 50, puisqu'ils font d'autres choses. Et que ces autres choses deviennent la norme. Enfin, j'ai quand même vieilli. Je me souviens d'une de mes tantes qui disait franchement, il faut que vous appreniez à taper au clavier parce que moi, je connais quelqu'un, il tape sans regarder le clavier. Waouh! Alors, j'ai vraiment beaucoup vieilli. Mais à l'époque, tu avais des trucs comme ça. Tu sais faire de l'Internet. Mais oui, maintenant. Même la vitesse d'Internet. Ça fait des gains de productivité de malade. Maintenant, quand tu es en 3G, tu pètes un câble parce que tu n'arrives pas à charger ta page. Donc, c'est pareil avec l'IA finalement. Elle va générer beaucoup d'autres tâches qui aujourd'hui paraissent waouh et qui en fait vont devenir la norme. Donc, c'est les gens qui craignent de perdre leur boulot, les donneurs d'ordre qui ne comprennent pas, tu vois, il y a des chiffres qui sont parlants. Mais tu as plein de boîtes qui annoncent des performances qui objectivement ne sont pas délivrées et les gens ne disent rien. Et je pense que les gens ne disent rien parce qu'ils se disent, c'était comme quand tu es en classe et que tu n'as pas compris un truc ou que le prof de maths a dit une connerie. Tu n'oses pas lever la main. Tu n'oses pas lever la main parce que tu te dis, ça doit être moi. Ouais. Et en fait, les gens, il y a aussi cette espèce de césure entre les mecs de la tech et les autres. En fait, le management des boîtes, toutes les personnes qui s'occupent de stratégie doivent être formées d'urgence aux bases de compréhension de l'IA. Tu vois, moi, la formation sur laquelle j'ai bossé, c'était un truc tout con. C'est comment tu apprends à quelqu'un à comprendre l'IA. Il faut que tu l'aides à créer la sienne. Et en fait, moi, mon truc, c'est de dire, il faut qu'au bout de 2 jours, tu as un certificat où tu es capable de créer ton IA avec une plateforme facile. Mais pourquoi ? Parce que au début, tu vas avoir l'effet waouh. Donc, en fait, pour atteindre 80% de satisfaction, tu vas aller très vite. Puis ensuite, pour passer de 80 à 85, ça te prendra 3 fois plus de temps que de 0 à 80. Et tu vas comprendre ce qu'elle ne fait pas. Ça va te rassurer sur ton job. Ça va te rassurer, ça va aussi te permettre d'appréhender l'état de l'art. Et il faut que chacun, toutes les personnes qui sont stratégiques dans la boîte, alors pas forcément les très hautes sphères, mais tous les gens qui doivent avoir une vision à 6 mois, 18 mois, doivent être formés à ça pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés sur le sujet de l'IA et être capables d'avoir un regard critique au lieu d'acheter des solutions que tous les grands acteurs de la tech vont leur vendre une fortune et où les mecs, en fait, ils gobent ça parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière et qu'ils n'osent pas dire. Alors du coup, on va passer à la prochaine partie. Est-ce que tu peux déjà commencer à présenter tout ce que tu as fait dans ta vie, en fait, qui tu es après cette longue introduction IA? C'est vrai que c'est long sur l'IA. Mais je sais que ça te passionne. Ouais, toi aussi. C'est un peu mon domaine aussi quand même. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, rapidement, moi, j'ai grandi en Algérie, donc jusqu'au bac. Je suis arrivé, j'ai fait une prépa scientifique. J'ai été viré au bout de 6 mois. Enfin non, j'ai commencé à sécher les cours à partir... Bon, je suis assez vieux pour que mes parents ne m'en veuillent pas, mais à partir du mois de février, j'ai arrêté d'y aller. Et à partir du mois de février, j'ai commencé à avoir de meilleures notes. En arrêtant d'y aller, c'était tellement violent et en fait sentencieux. En fait, on te disait, t'es nul. Et les profs, on était 40 par classe en plus. Et les profs te disent, t'es nul. Tu me connais pas. Et comment tu peux me dire que je suis perdu pour la cause comme ça, quoi. Et donc, j'ai quand même été viré à la fin de l'année, mais je commençais à augmenter, ça allait mieux. Ensuite, donc, je suis allé à la fac et j'ai passé les concours en admission parallèle pour les grandes écoles, où là, j'ai dû me frapper tout le programme de maths pour une autre filière tout seul. En 6 mois, j'ai mangé 2 ans de programme de maths et j'ai super bien performé pendant les concours. Et là, je me dis, putain, attends, franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit que j'étais nul, maintenant je suis dans les meilleurs. Ce système-là est bof. Donc, en fait, à la fin de ma première année en école, je dis, je vais d'abord créer une prépa pour les oraux. Ça s'appelait prépa grand oral. Parce que juste
quand tu as dit tu fais une prépa, tu parles des prépas post-bac qui durent 2 ans avant de pouvoir les faire vrais les prépas. concours pour les vrais prépas, avant les grandes écoles de commerce ou d'ingénieur. Ouais. Ok. Et donc toi, finalement, tu pars au bout de 6 mois, tu vas à la fac, et de là, tu passes les concours parallèles. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes concours que tu as. Pas tout à fait. Mais c'est les mêmes déterminants. C'est-à-dire D'accord. qu'ensuite, derrière, quand j'avais payé une prépa privée, où là, j'étais avec les mecs qui faisaient des prépas classiques. Et à l'époque, ça a beaucoup changé. Hein. Mais à l'époque, pour les concours en admission parallèle, c'est pas comme maintenant. T'avais quasiment, j'étais en face des mecs qui étaient en prépa ENS. Donc, pareil, prépa, post-bac, machin. Mais c'était vraiment le même truc, c'est-à-dire tu passais ton oral de préparation au concours, ça te coûtait cher, et tu avais un prof de philo, un prof d'histoire seul face à toi qui te donnait des conseils. Et moi, le jour où je passe les vrais concours, j'avais 3 professionnels comme toi et moi en face de moi, je me suis dit, ils font vraiment foutu de ma gueule, quoi. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà pallier ça, parce qu'il n'y a rien qui se prépare, qui prépare sérieusement dans les bonnes conditions pour les oraux. Donc je crée ça. Ce que je fais, c'est que pour les locaux, je prends des locaux vides. Donc, je vise les établissements qui, pendant les vacances, pendant les week-ends, et à l'audace, je finis par avoir des locaux. Et j'organise vraiment des tours de chauffe, conditions réelles. Je finis par être sollicité par des mecs qui passent le grand oral de l'ENA, le concours du Sénat, donc des concours catégorie A hyper prestigieux. Alors que tu avais leur âge. C'est incroyable. Ouais, j'étais plus jeune. Non, ces gens-là, j'étais plus jeune. Ouais, c'était dingue. Mais j'étais encore étudiant, donc ça a grossi. À un moment, tu atteins un seuil. Et là, en dernière année d'école, je fais mon mémoire sur le e-learning. Et là, je lance le premier e-learning des classes prépa. Donc, admission parallèle et prépa tout court. Là, ça explose. Donc, ça devient un gros truc avec des méthodes dont tu as entendu parler. Et tu vois, je suis allé me former à la gestion du stress. Je suis allé à des séminaires du GIGN. J'ai observé des grands sportifs, genre Nadal. Et j'ai essayé de gérer la chose qui me paraissait la plus importante dans la préparation des gamins en prépa. C'est les petites voix intérieures et la gestion du stress. C'est-à-dire que les mecs peuvent être très bons, mais la façon dont ils gèrent le stress le jour J, ils n'y sont pas suffisamment préparés. Ils y sont préparés dans un... En tout cas, à l'époque, ça a pas mal changé. Quoique, ça dépend. Mais il y a une forme de semi-sadisme dans la prépa classique. Déjà parce que tu es avec le prof tout le temps, il te connaît trop, il a un ascendant sur toi qui est énorme. Le jour du concours, c'est pas vraiment ce stress-là que tu vas prendre du recul sur toi et ce que tu vas donner finalement devant un autre jury. Il te donne du stress, mais pas le bon. En fait, le stress, c'est la guerre, en fait, le concours en France. C'est éliminatoire. Donc, tu dois te préparer à ça. Et en fait, moi, mon boulot, ça a été d'utiliser la techno, déjà à l'époque, et d'utiliser un maximum de méthodes pour se préparer au stress le plus similaire possible à celui auquel tu auras à faire face lors du concours. Ça a donné des résultats fous. Ouais. Ça, on pourrait y revenir. Je crois que tu as quand même marqué toute une génération d'étudiants. Réciproquement. Alors, j'avais pas prévu de le faire maintenant, mais finalement, ce que j'aime faire sur ce podcast, c'est récupérer quelques témoignages d'invités mystères pour parler de toi ou d'une expérience qu'ils ont vécue avec toi. Donc, je te propose d'écouter. J'ai rencontré Mustapha Benkalfat en 2011 lorsqu'il était directeur de PGE-PGO. J'étais alors étudiante qui rêvait d'intégrer l'école de commerce de son choix. Grâce à la méthodologie délivrée par Mustapha et la fameuse méthode des cercles, j'ai non seulement eu le parcours étudiant souhaité, mais j'ai surtout appris une méthodologie dont je me sers toujours dans ma vie professionnelle. Plus qu'une méthode, la rencontre avec Mustapha, par son professionnalisme, son charisme et son ambition, a été un élément marquant de ma carrière. 13 ans après, je suis responsable Travel Retail IMIA d'un grand groupe de cosmétiques dans lequel je suis pleinement épanouie. Un immense merci à Mustapha pour tous ses précieux conseils que je ne suis pas prête d'oublier. Je suis Alex Ridouano, j'ai assisté au stage PGE-PGO en 2016 dans le but de réussir au mieux les concours d'admission aux grandes écoles. Donc ce stage m'a permis, entre autres, d'apprendre des méthodes pour mieux réussir mes écrits, mais également les oraux. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est les méthodes, notamment la méthode des cercles. Donc c'est une méthode qui permet de faire une introspection sur soi-même. C'est dingue cette méthode. C'est très utile pour mieux parler de soi, mais aussi pour pouvoir rebondir à chaque question que pourrait poser un jury. C'est une technique qui me sert encore actuellement. Je l'ai utilisée récemment dans le cadre d'entretiens professionnels. Brandon Brossier. J'ai fait partie de la promo PGE-PGO de 2016. Et outre la méthode des cercles, dont cette méthode a fait l'unanimité au sein de PGE-PGO auprès de tous les étudiants,
Ce qui m'a le plus marqué, moi, pendant la semaine, surtout les écrits, c'était le cadre mis en place en fait par le corps professoral qui était vraiment de qualité. Pour le coup, je trouvais ça vraiment miraculeux et plutôt impressionnant aussi. On a tous été capables, en l'espace d'une semaine, d'acquérir vraiment toute la base qui était la plus importante, donc toute la méthodologie utile pour réussir les concours. Je mentionnais tout le corps professoral que je trouvais de qualité lors de mes préparations écrites, mais cela te concerne aussi, Mustapha. Je me souviens encore du jour où tu as débarqué dans notre classe pour nous enseigner la synthèse tremplin. Perso, moi j'avais la pression parce que quand t'as le grand patron qui vient te donner un cours, t'as intérêt à être bon. Et là, je t'avoue, ce jour-là, tu m'avais impressionné. Et en fin de session, en plus, il était tard. Tu nous avais du coup demandé de donner des sujets divers et variés à l'oral pour la réponse argumentée. Et toi, en fait, tu nous répondais de manière structurée à l'oral sur chacun des sujets en fait qu'on t'énonçait. Et franchement, je trouve ça impressionnant que tu sois capable de pondre en fait des réponses avec si peu de temps de réflexion et d'une manière si structurée. Ah, c'est touchant, hein. Merci beaucoup. Bah attends, la méthode des cercles, effectivement, ça revient quand même beaucoup. Mais aussi le côté un peu, le côté militaire. Ouais. Donc là, ça me parle GIGN, j'ai envie que tu rebondisses dessus. Bah, c'est un peu la même chose. En fait, pour arriver à gérer un stress énorme, moi je suis un hyper angoissé, hein. Donc pour arriver à gérer un stress énorme et bien le gérer, bah, tu es quasiment obligé de t'appuyer sur des méthodes. Donc tu dois donner aux gens des méthodes dans lesquelles ils vont croire et qui fonctionnent réellement. C'est ce que j'ai appris au GIGN, tu vois, alors, sur la gestion du stress. Mais il y avait un truc qui m'avait marqué sur la façon dont ils sélectionnaient les candidats pour être membre du GIGN. Pareil pour le RAID, d'ailleurs. Alors, c'est quoi ce stage de GIGN que tu as fait Moi, j'ai pas fait un stage GIGN, mais j'ai écouté leur Ok. technique. Ah, d'accord. Moi, je suis douillé, tu vois, alors, je suis grassouillé, Bah, j'allais douillé. me dire, ok, je te vois Non. ramper. Non, moi, pas Non, du tout. J'ai peur de sauter. Je monte sur une chaise, j'ai le vertige. Moi. Je suis pas du tout le mal dominant. Mais tu vois, donc, non, les gars, par exemple, t'expliquaient que pour sélectionner des gens, ils allaient leur infliger des sentiments contradictoires. Donc, par exemple, il t'amène, il te dit, voilà, tu as rendez-vous à 7h43 et tu n'as pas de montre. Et si tu arrives à 7h43, même si tu es arrivé à l'heure, ils te pourrissent devant tout le monde. Ils ajoutent le sentiment d'injustice. Ensuite, en fait, ils ne vont pas arrêter d'ajouter des sentiments en toi qu'on connaît tous, hein, dans le monde professionnel. Relation ambivalente avec notre boîte, notre patron, notre collègue, notre machin. On est traversé. En fait, l'être humain est traversé par des tas de courants sentimentaux et affectifs et psychologiques différents. Donc, le fait de croire que l'être humain, c'est une tendance, c'est vraiment une énorme connerie. C'est-à-dire que tu vois, quand tu prépares les gens à un concours, ils veulent réussir et en même temps, ils ne veulent pas. Parce qu'en eux, il y a des loyautés cachées, ils ont peur de changer, ils ont peur que s'ils réussissent, ils soient dans un environnement où ils ne vont peut-être pas être. C'est vrai, c'est ce que tu des dis. contradictions. Ils ont envie de travailler, ils ont payé une prépa, mais derrière, s'ils travaillent trop et qu'ils ne réussissent pas, ils vont tellement être détruits psychologiquement qu'ils vont en garder sous le pied parce qu'ils ont peur de se dire j'ai donné le max et je suis nul. C'est comme ça qu'ils vont l'envisager. Donc en fait, tu es tout le temps aux prises avec ce genre de sentiments. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? En fait, tu dois casser ça. Comment tu le casses ? Manière douce, manière dure. Si tu as peu de temps, plutôt manière dure. C'est-à-dire, je dois créer une peur supérieure à la peur que tu as de te décevoir toi-même. Donc, je vais séquencer le cycle de formation de telle sorte que tu sois en incapacité de te poser la question de est-ce que moi je suis intelligent ou je suis bête. Je vais occuper ton cerveau par une quantité de sollicitations, toujours liées à des méthodes que j'ai créées pour faire de la synthèse, de la dissertation de culture G, de la réflexion, de l'entretien de motivation, etc. Tu es tout le temps dans une seringue. Oui, c'est ça. Effectivement, les témoignages que j'ai, c'est vraiment ça. Et je me demandais, mais attends, c'est pas possible. Tu prends des cas un peu désespérés, qui n'ont pas Ouais. eu des très bonnes notes à la fac, et là, en une semaine, tu les entraînes pour que certains d'entre eux aient 20 à l'oral, dans l'école de commerce de leur choix, qui pensaient même pas pouvoir viser. Ouais, Donc, ouais. en fait, et donc, c'est parce que tu utilises une méthode un peu militaire, où tu vas les traumatiser. Concrètement, tu vas tout dramatiser pendant une semaine pour qu'ils n'aient pas le choix que d'apprendre. C'est ça ? Ouais.
Ouais, tout à fait. Mais c'est comme aujourd'hui, dans l'IA, en fait, comme avant avec Jobtimis dans les ressources humaines. En fait, le problème, c'est le gâchis humain. Il y a un gâchis humain phénoménal. Tu vois, enfin, toi, donc, tu as ton travail et tu fais ce que tu es en train d'initier qui est génial. Tu as des gens qui osent comme toi. Ça amène énormément à leur entreprise. Ça amène énormément. Enfin, mais tu en as plein qui se gâchent, qui doutent, qui sont cassés. L'énergie mentale qu'on perd. En fait, le gâchis humain, c'est la clé. Moi, je me suis lancé à fond dans l'IA parce que j'ai l'espoir qu'on augmente les gens, pas au sens, t'es un robot, au sens, mais arrête de gâcher ta vie. Ouais. Te pose pas de questions, vas-y, fonce. Qu'en fait, il y a tellement de conneries dans les entreprises. Il y a tellement de trucs où tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Tu te dis, mais si, par exemple, sur l'IA, si la gestion de la donnée objectivise certaines choses, mais les gens vont être plus heureux. Donc, si tu veux, c'est un sujet, mais par exemple, sur une prépa, enfin, franchement, la différence d'intelligence entre les individus, elle est marginale dans l'enseignement supérieur. Donc, les gens, ils ont de mauvaises notes à la fac. Ça veut dire qu'ils sont mauvais. Le truc de PGE, c'était pas de sélection à l'entrée, remboursement en cas d'échec. Et l'autre truc, c'est, tu vois, moi, je me mettais dans le même bateau quand il te dit, on prenait n'importe quel sujet de dissertation de culture G. On le lançait et il faisait la disserte en live, sans notes, devant nous. Je suis un malade mental de faire ça. Ouais, bah au moins ça les met direct dans le bain. T'as Le jour intérêt à du être bon. jury. T'as intérêt à être bon, tu dois donner l'exemple. Et ta méthode, tu l'appliques devant eux. Et les gars, en fait, le truc avec eux, à un moment, c'était... J'avais commencé à comprendre que même s'ils ne croyaient pas en eux, parce que tu sors de l'adolescence, tu as 20 ans, 19 ans, 21 ans, ils croyaient en moi. Et donc, je devais leur dire, vas-y, moi, j'ai un ami qui habite en Asie, qui habite sur l'île de Langkawi, qui s'appelle Patrick, et son travail, c'est plongiste. Plongiste, c'est il prend des gens, tu sais, beaucoup d'Indiens ou d'Asiatiques ne savent pas nager, il prend les gens sur un catamaran sur son dos et il plonge avec eux, il nage sur son dos. C'est ça son boulot. En fait, moi, je pense que... C'est drôle comme métier. C'est un mec extraordinaire, donc Patrick, c'est mon Okay. idole, il le sait. Et en fait, moi, je faisais ça. En fait, à un moment, je disais, il faut les prendre sur mon dos. Mon dos a pris cher parce qu'en 10 ans, en fait, moi, si un élève qui s'était donné les moyens, qui avait bossé, raté le concours, moi, tout l'été était pourri. Un pour un seul, sur 1000 étudiants. Si un n'avait pas ce qu'il méritait, ça me rendait malade. Donc, c'est vrai que c'était très exigeant, ils le ressentaient. Et vu ce que je leur en mettais plein la figure, au sens où c'était vraiment... ça commençait à 8h, c'est terminé à 22h quand même. 22h30, C'était super intense. C'était dingue. Mais je pense que... Enfin, ils m'ont pas détesté après, parce qu'ils se disaient, mais quel est son intérêt à ce mec ? En fait, mon seul intérêt, c'était eux. C'était une forme d'altruisme, en fait, qui t'a poussé à faire ça. Toujours, j'aimerais porter ça. Moi, j'estime que tu traverses la vie. Enfin, je me souviens, c'est une première leçon en perdant un être cher. Je me dis, mais en fait, dans la vie, il ne te reste que ce que tu as donné. Et donc, en fait, tous les gens qui gardent pour eux, enfin, ils ne comprennent pas. Enfin, genre, il ne te restera vraiment que ce que tu as donné. Donc, tu es riche de ce que tu as donné, pas de ce que tu as gardé. Et donc, la générosité, enfin, c'est bon pour soi. Et c'est vrai que ça aussi, quand on parle de gâchis humain, moi, je pense que il y a un type qui m'avait dit tu veux influencer le monde, en fait. Mais c'est vrai, à mon niveau, j'essaye de porter ça. C'est la clé des vrais entrepreneurs. Hein. Si t'as pas un peu envie de changer le monde, tu fais pas ça. Tu inities un média, donc effectivement, t'es bien placé pour en parler. Changer le monde, mais bon. C'est le but, en tout cas. C'est pour partager des personnalités exceptionnelles comme toi au plus grand nombre. Alors, est-ce que, quand même, tu peux nous expliquer cette fameuse méthode des cercles ? Parce que tout le monde en parle, et moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est, quand même. Alors, c'est vrai que ça, c'est un carton, ce truc. Et en fait, à chaque fois que je l'explique, c'est tellement tout con que j'ai toujours honte que les gens me disent « Viens expliquer la méthode des cercles. » Voilà, c'est une ovale. En fait, c'est pas ouf. En fait, c'est comme... Enfin, bah ouais, mais les trucs qui fonctionnent le mieux, c'est vraiment des trucs pas ouf, quoi. C'est logique. Mais en gros, l'idée, c'était une méthode d'introspection où pendant 45 minutes, tu traces une grosse ovale, tu mets des croix dans tous les sens. En fait, c'est une sorte d'agitation des idées que tu as sur une expérience que tu as vécue. C'est-à-dire que pour être très bon à l'oral, il faut que tu donnes des exemples, il faut que tu sois concret. Ouais. Et pour être concret, c'est pas comme ça. Tu ne te claques pas des doigts, ça vient pas comme ça. Donc en fait, tu réexplores une expérience que tu as vécue. Donc en entretien d'embauche, en entretien de motivation. Comment tu fais ? Souvent, quand les gens parlent d'une expérience, en entretien d'embauche, c'est pareil, hein, ou en entretien de motivation,
ils te disent des grandes lignes et en vitesse de croisière. Ils te racontent rarement, par exemple, comment ils ont choisi d'aller là-dedans, comment ils ont été recrutés là-dedans, comment ça s'est passé au début, vers quelle personne ils se sont tournés. En fait, la richesse d'une expérience, ils l'écrasent complètement. Moi, mon boulot, c'était de dire, non, en fait, on va rouvrir le truc, on va en faire une sorte de série Netflix, tu vois. En fait, une seule expérience de vie, c'est incroyable quand tu y penses. Tout ce par quoi tu es passé. Donc, quand tu le mobilises et que tu t'y intéresses et que tu rouvres, le jour où tu passes en entretien d'embauche, entretien de motivation, tu te frises. Tu as des exemples pour tout. Parce que de toute manière, les entretiens de motivation, les entretiens d'embauche, les entretiens de validation, enfin, si tu es là, c'est que potentiellement, tu as le profil. Ouais. Donc, au fond, ce n'est pas un entretien d'exploration en réalité. Un entretien de validation. Tu dois me vendre l'évidence. Pour vendre l'évidence, quand je t'explique les motivations de mes choix, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, les gens continuent à l'utiliser encore aujourd'hui parce que, en fait, c'est très, très bon pour vendre de l'évidence. Et ça rassure. Rend concret C'est ton hyper expérience. concret, c'est hyper sincère. En fait, tous les trucs de faut faire genre en entretien d'embauche, entretien de motivation, ça les détruit. Quels sont vos 3 défauts? Ouais, mais ça aussi, les gens ne savent pas trouver les 3 défauts. Mais tu donnes tes 3 défauts et t'expliques comment tu as bossé dessus, ça va. Mais en fait, moi, je disais toujours, vous perdez une énergie folle à fabriquer un discours artificiel au lieu de juste assumer le discours réel. C'est beaucoup plus rapide d'assumer le discours réel que d'en fabriquer un. En fait, quand tu en fabriques un, tu perds une énergie. Enfin, toujours pareil. Hein. Gâchis humain, énergie mentale, gâchis humain, énergie mentale. Tu ne veux pas gâcher d'énergie. Et pourquoi ça s'appelle les cercles, la méthode des cercles? C'est Parce quoi que les c'est cercles? même pas des cercles, c'est des ovales. En fait, c'est juste que ça prend toute la feuille. Enfin, c'est juste un truc graphique aussi. Ok. Ça aussi, le truc avec les Il méthodes. faudrait qu'on puisse dessiner. Ouais, Pour qu'on se faudrait qu'on représente. puisse. Non, mais c'est pas ça. J'en ai écrit des bouquins là-dessus, mais en fait, dans les bouquins, ça prend 6 pages sur 200. C'est pas un truc. C'est un truc qui fonctionne super bien. Moi, j'ai vendu PGE il y a plusieurs années et les gens continuent à l'utiliser. Et donc, ça a dépassé ma personne, puisqu'ils l'utilisent toujours aussi bien. Mais c'est juste une sorte de truc que j'ai corrigé, ajusté. Et à un moment, c'est ça une méthode. C'est le truc dont je t'ai parlé pour l'IA avec la méthode de benefit maximization, la maximisation du bénéfice d'utilisation de l'IA en méthodo. Tu as des concepts comme la data archéologie. C'est juste la data archéologie, c'est de dire en fait, tu as de l'archéologie de ta data, tes données. Le terme archéologie, tu vois. Ouais, non, mais ça, je le vois bien Mais- dans mon métier. Ouais, mais typiquement, le jour où Ce que tu ça mets peut être. mais quand tu mets un terme dessus et que tu donnes une méthode, tu dis aux gens, en fait, quand vous allez travailler, par exemple, sur l'IA, vous allez lui donner de la donnée qui vous paraît évidente et effectivement, elle est bonne. Vous allez lui donner de la donnée qui vous paraît pertinente et en fait, elle est naze. Et vous allez oublier des données qui sont pertinentes en pensant qu'elles ne le sont pas. En fait, il faut faire de la data archéologie. En fait, c'est pareil avec la méthode des cercles, c'est de dire, au fond, tu essayes juste de prendre un truc évident et de permettre aux gens de se l'approprier en donnant la bonne méthode avec un côté comme ça. Enfin, tu as le truc de cercle, c'est même pas un cercle. Tout le monde en parle. Méthode des cercles, c'était devenu une marque de fabrique. Les mecs passaient les concours et en fait, on reconnaissait les PGE, PGEistes avec des cercles. par toi. Mais tu les voyais partout en France avec leurs cercles. C'était complètement délirant, ce truc. Ouais, j'ai envie de faire un petit exemple quand même. On Ouais. se met en mode entretien. Je te demande quels sont tes 3 défauts. Et fais-moi une réponse structurée en mode Oh méthode des cercles. Allez, je te prends de cours. T'as intérêt à bien répondre. Ouais, en fait, je pourrais répondre en faisant le kéké, mais je ne l'ai pas préparé. Donc, si tu veux, c'est l'un des trucs. Alors, désolé, hein, mais le schéma, c'est un de mes défauts, c'est tu vois, manque de prudence. Donc, en fait, ça, c'est pas. Là, j'utiliserai pas vraiment la méthode des cercles pour ça. Mais en fait, c'est une autre méthode que j'ai mise au point chez Jobtimis, c'est le 10-20-70. C'est en gros, quand quelqu'un te pose une question d'un défaut, tu as 2 attitudes. Tu as le mec qui donne le défaut et qui se fouette lui-même pendant « Ah, putain, tuez-moi, je suis le mec ». Et tu as le mec qui, sur un faux défaut en mode « c'est pas vrai ». Je suis trop perfectionniste. 10-20-70, c'est 10% du temps, 20% du temps, 70% du temps. Okay. 10% du temps, je manque de prudence et ça peut se retourner contre moi. Donc, premier truc, tu t'assumes. Ensuite, tu dis pourquoi c'est un défaut. 20% du temps, donc ce manque de prudence, en fait, c'est un problème parce que de par ma position, qui est maintenant une position de top management ou de management assez élevé, ça implique tellement d'autres acteurs que moi que ce manque de prudence peut avoir des conséquences que je paye longtemps après. Et en fait, 70% du temps,
t'expliques comment tu bosses dessus et comment tu as réussi à le vaincre. Donc, tu finis par une très large note positive. Et là, tu dis, heureusement, par exemple, le fait aujourd'hui de travailler chez Halifax Consulting, d'être avec des gens qui sont plus âgés que moi, avec plus de bouteilles, ça m'oblige à cadrer en termes de prudence. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on me dit que je suis presque trop prudent. Mon patron me dit, t'es hyper prudent. Et donc, typiquement, j'ai aussi fait en sorte de me mettre dans des contextes où je m'oblige à avoir la prudence minimale, etc., etc. Donc, en fait, si tu veux, tu donnes ce qu'il veut au recruteur, mais tu joues pour toi. C'est-à-dire, le mec est content parce qu'il dit, oui, il assume quand même. Il m'a quand même dit le défaut. Mais derrière, il me donne 70% du temps. Oui, le but, c'est que ça se termine sur embauchez-moi. J'ai un défaut, pas une névrose. Ouais. OK, donc ça va. Et typiquement, ce genre de trucs, en général, quand tu les prépares, c'est la vérité. Effectivement, moi, j'ai tendance à être hyper fonceur et parfois, je ne suis pas assez prudent. Mais souvent, tu sais, quand tu lances comme ça un défaut, ça aussi, c'était à l'époque PGE, je dis, mais c'est comme un sachet de thé. Tu contrôles pas les volutes, en fait. Une fois que tu as mis le sachet dans le thé chaud, dans l'eau chaude, tu peux pas dire aux volutes, sauf si tu utilises un logiciel pour faire une animation Pixar, tu peux pas dire vous allez toutes partir en angle de 30 degrés dans la direction nord-ouest de la tasse, quoi. Donc en fait, si tu veux, ça va être... T'as mis le truc et puis ça y est, ça infuse. Donc en fait, dans la tête des gens, souvent quand tu dis un défaut ou tu dis quelque chose, il y a ce que toi t'as dit, ce que tu as voulu dire et comment eux, ça va infuser dans leur cerveau. Il faut imaginer le crâne du type avec une sachet de thé je dedans. vois bien du coup. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois circonscrire. Très vite, tu dis un truc, mais voilà le cadre. Mon manque de prudence, c'est dans tel machin. Quand je suis hyper enthousiaste et que c'est un projet nouveau, je peux manquer de prudence parce que je suis porté par l'enthousiasme. Et donc, tu donnes un exemple. Parce que si tu dis manque de prudence, les mecs, ils se disent, il est capable de faire des trucs complètement dingos. C'est une tête brûlée. Non, c'est pas une tête brûlée. C'est juste que parfois, il manque de prudence dans un cadre. Si tu poses le cadre, c'est bon, tu as réglé le problème. Si tu poses pas le cadre... Dans 10% des cas, peut-être que... Voilà. Mais tu dois lui dire les cas. Comme ça, il dit, c'est pas très méchant. D'accord. Mais si tu lui dis pas, il peut... Il va lui-même voir la vie avec son filtre. Il va pas débriefer avec toi. Ouais. Derrière, il va se faire son opinion, c'est resté dans sa tête. Il a tout faux parce que c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Mais toi, tu as perdu. Si on continue un petit peu sur PGE-PGO, je me pose quand même la question, parce que tu es arrivé en France, tu fais une prépa, derrière tu passes les concours pour l'école de commerce. Tu voulais faire quoi de base ? Comment tu voyais ta vie ? Tu avais envie d'entreprendre ou pas du tout ? Si je réponds... je vais répondre... Bon, c'est un podcast, ça va être rigolo, mais... Alors, il faut... j'ai promis que je serais sincère. Même ça, c'est tellement con. C'est flippant comme c'est bête. Mais bref, en fait, donc j'ai commencé avec une prépa scientifique, j'étais bon en maths. J'ai compris que les jobs d'ingénieur, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais être journaliste. Donc, tu vois, aller... Ah oui, maths sup, maths spé pour faire journaliste, rien à c'est voir. pas et la ensuite, voie... le pire, c'est la suite. Ensuite, je suis à la fac. Moi, je voulais grande école. En fait, j'étais en Algérie. Les grandes écoles. Je voulais une top grande école le plus au sud possible. Donc, j'ai même pas passé j'ai même pas visé les 3 grandes à HEC, SEC, Tu voulais pas être à Paris ? Jamais de la vie. Ouais. Vraiment, c'était... parce que j'étais en prépa à Paris. Hein. D'accord. Donc, Paris et moi, on est fâchés. C'est pas... PGE, c'était à Paris quand même. C'était à Paris avec... Donc, ça s'est pas passé comme tu voulais ? La moitié du temps à Nice. Hein. Ah, d'accord. Ouais, moi, j'étais à Nice quasiment tout le temps. Okay, donc, je venais vraiment, de toute façon, hyper pointu. Et quand j'étais à PGE, je n'étais pas à Paris, j'étais à PGE. Enfin, c'était tellement intense que quand je me déplaçais, j'arrivais à 6h30, je repartais, il était 23h30. Donc, je ne voyais pas Paris. Paris ne me voyait pas non plus. Donc, moi, je n'allais pas en soirée, j'ai une vie de moine. Hein. Mais bon, le truc, c'est ma motivation pour passer les concours des écoles de commerce, donc grandes écoles, lesquelles, voilà. C'était, j'ai regardé, après 3 ans dans les maths, j'ai regardé là où il y avait le plus de filles. C'était vraiment le choix. D'accord. Le choix s'est fait comme ça. C'est loin de l'altruisme. Non, mais là, vraiment, j'avais regardé. Mais je ne m'attendais pas à ça, ok. Ouais, j'ai honte. Et donc, il y en avait plus dans le sud que dans le nord ? Non, c'était école de commerce plutôt. Le choix des écoles de commerce, c'est pas d'aller dans des écoles d'ingé ou d'aller dans des trucs. C'est que je m'étais dit, bon, il y aura grande école. Après, je vais me débrouiller pour aller dans le journalisme. Et puis, c'est là où est-ce qu'il y a les plus jolies filles.
école de commerce, parce que j'ai quand même fait beaucoup de soirées. Oui, c'est sûr qu'en école d'ingénieur, c'est pas le plus répandu. Mais... J'ai passé beaucoup de temps avec que des mecs. Et en fait, D'accord. vraiment, c'était ça. Je me dis, quand j'y repense, je me dis, j'avais des idées complètement farfelues. J'avais un pote, on était complètement à côté de la plaque. Ce qui est paradoxal, parce que 3 ans après, je créais ma prépa. Ouais. Mais à l'époque, on voulait prendre la carte Europe Écologie Les Verts, ça s'appelait même pas encore comme ça. Pareil, on se dit, putain, il y a plein de nanas, on va devenir, on va prendre notre carte dans un parti écolo. On l'a pas fait parce que à un moment, en fait, je pense qu'on n'a pas eu le temps. C'était même pas faute, grâce à de l'intelligence. C'était la connerie la plus. Mais quand j'y repense, je dis mais. Tu vois, maintenant que je suis papa. T'avais la maturité de créer une boîte, mais t'avais encore ton cerveau de petit jeune plein de testostérone, quoi. Mais complètement abruti. C'était. Ok. La vie était Alors, du coup, la prépa, t'as remis dans le droit chemin. Pas PGE, vraiment. PGO. Ouais. Non, en fait, j'ai passé les concours. Non, parce que ça m'a pas vraiment remis dans le droit chemin. C'est que le concours est très, très formateur en France. Donc, au fond, le fait que tu te donnes autant, que tu vives ça, le stress que c'est, le parcours du concours, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc, le papillon sort de la chrysalide. Là, moi, je me souviens à un oral à Strasbourg. Alors, tu vois, je voulais aller dans le sud, mais j'ai quand même passé Strasbourg. On mange formidablement bien, j'avais découvert ça. Et là, je ne l'ai plus oublié depuis. Mais tu vois, je me souviens à Strasbourg, on me file un sujet comme ça pour l'oral. Et je sors une citation, « La science ira aussi loin qu'elle le pourra, et ce en dépit de la morale ». C'est un prix Nobel de chimie, j'ai entendu ça peut-être 5, 6, 7 ans plus tôt chez Pivot. C'est Gérard Pivot, je ne sais plus. C'était pas Apostrophe, c'était une autre émission, mais c'était... Et tu vois, je me souviens même pas du prénom du présentateur. C'est mais je me la souviens de la phrase qui t'a citation. marqué. Ouais. Et je l'ai sorti. Et en fait, quand j'ai passé les grands oraux des écoles, je me dis, mais parfois j'avais envie de parler à mon cerveau. Je me dis, mais t'es capable de ça, en fait? Enfin, genre, je dis, mais tu aurais pu me le dire avant, quand même. Genre, je savais pas, moi, que j'étais capable de déployer de telles capacités rhétoriques. Enfin, mon cerveau était en transe. Il y avait des fois où je me disais, mais qui est cet homme? T'as déjà fait un test de QI? Non. Mais c'était juste que j'étais ultra stimulé dans le bon cadre. Et là, je me dis, mais je m'éclate, quoi. Et d'ailleurs, là encore, ça me l'a fait ensuite avec PGE, PGO et e-learning. Et ça me l'a fait maintenant avec l'IA, quoi. Ouais. En fait, tu me mets dans ce truc-là, c'est magnifique. Mais ça, je vois ce que tu veux dire. Dans certaines situations, tu es tellement stressé, stimulé, il faut que tu assures que tu trouves des ressources en toi insoupçonnées et que tu ressors de là, tu te dis « Wow, I'm that guy ». Genre, je suis capable de ça. Et c'est un sentiment qui est tellement satisfaisant, en fait, qui te donne une telle puissance que tu as l'impression que tu n'as pas de limite, quoi. Ouais. C'est un peu ça que tu as ressenti, en fait. Ouais. En fait, c'est quasi religieux ce que tu dis, parce que, tu vois, après, tu vois, quand j'ai vendu, j'ai voyagé, on en reparlera, mais il y a un truc, le chemin, le dharma, dans plein de religions, Sirat al-Mustaqim en arabe, le dharma je suis allé jusqu'au Tibet, dont on entend parler, etc. Et il y a un truc qui est la zone aussi dans le sport. Il y a des moments de la vie, on appelle des moments de grâce. Moi, je l'ai vécu en voyageant et pendant les concours aussi, où tu as l'impression que t'es pas vraiment... Enfin, tu mets le pied exactement là où tu devrais être, comme une sorte de route céleste où tu te sens porté par une sorte d'énergie lumineuse dingue. Mais quand tu l'as, c'est une plénitude juste géniale, quoi. Genre, là, tu parles personnel dans et le pro professionnel, ou les deux. dans les deux? Je l'ai eu dans le perso en voyageant, en rencontrant ma femme, où tu te dis, en fait, ça se fait malgré moi. Je suis spectateur du truc. Et pareil dans les concours, où j'avais l'impression que je pouvais, moi, aller boire un cocktail et laisser mon autre moi faire le job, quoi. Ouais. Que c'était... t'es complètement porté par le truc. T'es là où tu devrais être. Les sportifs disent t'es dans la zone. Ouais. En fait, j'ai joué au tennis. Tu frappes ton revers, il part. Tu sens qu'il part, mais merveilleusement bien. Et pareil, ils appellent ça la zone. Ouais, la zone, c'est là où tu es en full confort. Ouais, en fait, c'est au maximum de toi. L'évidence. Ouais, l'évidence. C'est limite mystique, hein. J'ai été transportée. Mais c'est ça donne envie d'y être. Ça donne envie que ça t'arrive. Ah ouais, quand ça t'arrive, c'est fou. Mais le truc, c'est que pour ceux à qui ça va arriver
profitez-en. Parce que, en fait, après, derrière, t'as beau ramer pour essayer de revenir dans ce truc-là, Ça ça revient se passe jamais. pas comme ça. Ouais. Je sais pas si ça revient jamais, parce que moi, c'est quand même revenu, mais ça revient, c'est pas taper entrée, quoi. Mais moi, il y a un truc dont je me souviens quand j'étais petite. Et tu sais, des fois, tu te crées des souvenirs. Mais pour le coup, je l'ai tellement vécu que ça me parle. Je faisais de la gymnastique acrobatique. Et j'avais du mal à passer les grands écarts, etc. Et il y a 1 ou 2 fois dans toute ma vie où tu sais pas ce qui se passe. J'avais tous mes grands écarts, j'étais hyper souple. Dingue, hein. Et en fait, t'as beau essayer le lendemain, il se passe rien. Et je Ouais. me dis, mais comment c'est possible que ce jour-là, mes jambes fonctionnaient merveilleusement bien, je pouvais faire tout ce que je voulais, et 2 jours après, ça marche plus. Et ça n'a plus jamais marché. C'est La pollution mentale. la Moi, je pollution pense que c'est vraiment un truc. Après, c'est très philosophique, mais en fait, on fait beaucoup de choses dans nos vies qui n'ont aucun sens. C'est triste. Enfin, c'est assez déprimant de dire ça comme ça, mais tu vois, par exemple, quand je vivais sur l'île de Langkawi avec mon ami Patrick, qui m'a initié, plongiste. plongiste et personnage lumineux exceptionnel. Il fait pas que ça, hein. Mais c'est un choix de vie incroyable, etc. Bah, le truc, c'est que j'avais 3 problèmes dans la journée. Qu'est-ce que je vais manger au petit-déj? Qu'est-ce que je vais manger à midi? Qu'est-ce que je vais manger le soir? C'était mes 3 seuls problèmes. En fait, je faisais pas les courses. Je faisais pas. Enfin, Quoi, t'allais c'est pêcher ton poisson le matin? non, pas vraiment, mais le dépouillement aide à être dans la zone. Quand tout le reste, enfin, tu vois, il y avait un type qui disait le paradis, c'est pas le plus, c'est le moins. Alors attends, là du coup, ça va me faire rebondir. Parce que finalement, tu vends PGE, PGO. Ouais. Donc 10 ans après. Donc t'as Ouais. consacré, d'ailleurs, on n'en a 10 pas parlé, ans, mais t'as ouais. consacré ta vie, t'étais 7 jours sur 7, disponible 24 heures sur 24. Ah ouais. T'as porté le projet pendant 10 ans. Ouais. Et là, tu revends. En fait, qu'est-ce qui te motive à vendre? J'étais dans un état physique et mental. Je pense que, ma mère disait, je pensais que si tu continuais 2-3 ans après, tu faisais une crise cardiaque. Ouais, trop angoissé. Je me souviens, il y avait une des très grandes écoles. Sur les 10 premiers au concours, il y en avait 9 de chez nous. Et là, j'ai été très content pendant, je crois, 10 minutes. Et après, Ouais. je me suis dit, t'es condamné à être déçu. À partir de maintenant, tu le referas plus jamais, ça. Donc, t'es condamné à Parce être que triste. c'était exceptionnel. Ah ouais, 9 sur Ok. 10, t'imagines? Genre, sur des milliers, les 10 premiers, t'en as 9 de chez toi. T'as atteint... Parce que c'était dans le top 3 école de commerce Ouais. Donc, C'était pas HEC, c'est que... ils font, non, ils parce font que- pas les Non, ils font... concours passerelles. À l'époque, Donc, non, c'était pas les concours passerelles, c'était d'autres concours. D'accord. Mais c'était le Lyon ou l'EDEC. D'accord. Mais en fait, Ah ouais. il y avait... Incroyable. Ouais, c'était incroyable. Et en fait, sur les 10 premiers, on l'avait même pas beaucoup dit parce qu'on avait peur que les écoles disent ils prennent trop les places à un moment, qui commencent à changer les concours juste pour qu'on arrête d'être aussi bon. Mais ouais, t'es là et en fait, je me dis, mais t'es plus capable d'apprécier le succès. T'es juste en train de voir... paradoxalement, moi, le succès, ça m'a pas créé du bonheur, hein. Ouais. Moi, Finalement, c'est le chemin. le chemin était cool. Ouais. Non, mais, franchement, je suis très heureux de ce que ça a permis de faire pour les gens. Mais moi, sur 10 ans, la souffrance a été l'essentiel du chemin. C'est triste à dire comme ça. Ah ouais? Ouais. C'est comment ça, la souffrance? Parce que Souffrance. tu prenais pas de plaisir à faire ce que tu faisais? Ah, si, non. Ou plutôt, ça t'a tellement coûté pour toi, ta vie perso et... Ah oui, j'avais pas de vie perso, Ouais, voilà. ou très peu, et j'ai fait beaucoup payer à mes compagnes de l'époque ce stress, mais c'était un stress énorme. En fait, j'ai pas vécu le plaisir, j'ai vécu le stress. Le stress de pas... la réussite, c'était nécessaire. Après, si c'était pas un carton, c'était une catastrophe. C'est-à-dire, je suis devenu complètement esclave de la performance des premières En fait, années. Tu vois. tu associais PGE, PGO à toi. Si un élève Ah échouait, ouais. c'est que t'étais une merde. Complètement. Ouais, et Tu que j'étais prenais comme ça. responsable et que je me sentais hyper responsable pour eux. Hyper. Mais parce que, tu vois, je les connaissais. Donc, et puis, je me voyais en eux. Ouais. Donc, si un mec qui pouvait réussir ratait, c'était ma faute. Ouais, parce qu'il n'avait pas réussi à révéler son potentiel et qu'il s'était gâché et que tu t'en sentais responsable. J'étais responsable. Ah. Donc, si tu veux, c'était un truc... Et puis, ce monde-là était un monde où les gens mes concurrents, c'était drôle de pratique quand même. Même le monde des grandes écoles, à l'époque, ce que j'en ai découvert m'a vraiment pas transporté positivement, quoi. Ouais, c'était...
Après, peut-être que parce que moi aussi, je m'investissais tellement pour les étudiants mentalement que eux, peut-être, avaient plus de distance que moi. Mais parfois, pour eux, c'était de l'argent, quoi. En tout cas, pour beaucoup d'entre eux, c'était une question d'argent. Et maquiller, machin, mais il y avait des pratiques qui étaient bizarres. Donc, tu dois lutter. Tu luttais contre beaucoup de choses. Donc, les moments de plaisir, c'était l'aboutissement. C'était quand on préparait les oraux. Pendant les écrits, il fallait gueuler sur les étudiants parce qu'ils n'en foutaient pas une. Ouais. Donc, au fond, c'est sur 10 ans, tu as, 2 mois, 1 mois et demi dans l'année, c'est cool. Et le reste de l'année, t'en baves, quoi. Parce que ton modèle, c'était quoi, en fait? Tu avais donc une ou 2 semaines pour chaque étudiant pour préparer les concours, mais ça, c'est une fois dans l'année. Ça doit être quoi, Ouais. en juin? Il y en avait Et plusieurs le centaines, reste hein. de l'année, tu fais des formations? En fait, déjà, les formations de 2 semaines, il y en avait quand même beaucoup, puisque c'était des wagons et des wagons qui venaient. Après, on avait des formations sur la durée, donc c'est un modèle de prépa classique à la fin, tu vois, donc les gens Ah oui, qui, d'accord. Ok. mais pour les très grosses. Et tu avais le e-learning. Donc, en fait, l'intranet à l'époque, appelé comme ça, c'était l'un des modules e-learning les plus innovants. C'est le premier des classes prépa. C'était ultra innovant. Tu avais des systèmes où, en fait, tu accédais à ta copie, à la copie de tous les autres. Parfois, je ne mettais pas de notes pour que tu... En fait, les gens sont obsédés par la note. Si tu donnes la note à un élève, derrière, il ne t'écoute plus. Il est sur sa note. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il t'écoute? Tu ne lui donnes pas sa note, tu lui donnes ses appréciations et les copies de tous les autres. Donc derrière, il va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête De l'évaluateur. Et en fait, moi, ma force, c'était d'être capable très vite de les amener dans la tête de l'évaluateur. Par exemple, tu avais des trucs, en fait, l'évaluateur, l'examinateur plutôt. Quand il a 100 copies sur le même sujet, qu'est-ce qui se fait chier? Qu'est-ce qui se fait chier? Donc Et ça toi, aussi. t'en avais des centaines. Ouais. Mais en Ah fait, ouais. comment tu fais? Ok. Tu dois lui envoyer un signal en lui disant, écoute, avec moi, mets une bonne note et passe à l'autre. Ça va aller vite. Ça va bien se passer. Tu peux viser le match de Champions League avec des mecs comme moi, tu pourras le regarder ce soir. Et donc, j'appelais ça les parties exposées de la copie. C'est-à-dire, soigne-moi dans les parties qu'il va voir en premier, c'est-à-dire premier paragraphe, première phrase de chaque paragraphe. Il faut que tu lui montres un respect des consignes scrupuleux. Tu mets tous tes efforts là-dedans. Et derrière, il lira pas. Ok. En fait, Il faut se mettre à la place de l'évaluateur. Lui, il en lit des centaines, ça le fait chier, il va pas tout lire. Puis les mecs, Si tu montres que tu le respectes, que c'est propre, que c'est Mm. agréable à lire. En fait, c'est son intérêt à lui, c'est de corriger ta copie le plus vite possible, vu toutes les bouses qu'il va avoir à gérer derrière. Pourquoi? Parce que les mecs ne respectent pas les consignes des concours. Les étudiants ne respectent pas de ne pas avoir passé les concours. Si j'avais su, j'aurais fait la prépa PGE. Ouais, mais en fait, avec ça me fonctionne. Par exemple, tu ouais. donnes un sujet de culture G. D'ailleurs, il faudrait que les entreprises... À un moment, on m'avait proposé de refaire ça à l'intérieur des entreprises. Tu prends un sujet de culture G, tu le poses, la plupart des gens vont sauter sur les premières réponses, les plus évidentes. En général, c'est les plus merdiques. Les premières idées qui te viennent sur un sujet, c'est les moins bonnes. Mais bien sûr, c'est celle que tout le monde va avoir. Tu creuses le moins. En fait, tu appauvris le sujet. Par exemple, l'une des techniques pour la réflexion, c'était de leur dire, vous devez vous déscléroser, vous débloquer géographiquement et temporellement. Sur tous les sujets de société aujourd'hui, dans les médias, les gens raisonnent avec une totale ignorance, une très grande ignorance, de juste ce qu'était la France il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 40 ans, et avec une très grande ignorance de ce que le même sujet implique ailleurs dans le monde. Les gens raisonnent à court terme et à courte vue géographique. Mais dès que tu ouvres un sujet, un sujet de culture G, accorde-t-on aux femmes la place qu'elles méritent au sein des entreprises? Très bien. Tu poses le sujet. Ouais, c'est un scandale, différence de salaire, blablabla. Bla, bla. Tout le monde part dans la même direction. C'est quoi l'intérêt d'entendre les mêmes gens parler de la même chose? Non. Compare. Qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Pourquoi? Aujourd'hui, tu peux tout à fait envisager le problème. Et en fait, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un avis tranché, mais tu peux te poser les bonnes questions en disant, est-ce qu'on leur demande aux femmes, en fait? Est-ce que déjà, rien que le fait sur un tel sujet, dire les femmes, comme si elles parlaient d'une seule voix, qu'elles avaient la même pensée, c'est déjà réducteur. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Dubaï avec toutes ces femmes qui se font refaire le visage, les lèvres gonflées, etc. Tu te dis, mais
Aujourd'hui, les gens vont dire « Ouais, on est en 2024, les femmes sont féministes. » Enfin, les gens qui vont répondre à une dissertation de culture G ou un sujet, comme si ça allait de soi. Elles se travestissent, entre guillemets, pire que ça, elles se charcutent comme de purs objets sexuels pornographiques, en faisant des lèvres énormes, machin, à Dubaï, je parle. C'est-à-dire qu'en fait, en 2024, tu as des femmes qui sont féministes, mais ailleurs dans le monde, ça ne va pas de soi. En fait, si tu ouvres le sujet, tu vas avoir plein de facettes différentes. Tu vas enrichir ta pensée. Donc, sur une dissertation de culture G, tu vas pouvoir répondre. C'est avoir un esprit critique et ouvert. Et c'est vrai que quand tu prends un petit peu de recul, alors sur ce sujet, bon, la bonne personne, je suis la plus féministe. Mais effectivement, quand tu regardes de l'extérieur, 75% du monde n'est pas féministe, encore moins égalitaire. Donc finalement, notre pensée à nous ne reflète pas forcément la pensée internationale. Et on a tendance à pas avoir l'entre-deux-soi et pas avoir le recul nécessaire pour voir ce qui se passe vraiment dans le reste du monde. Et c'est pareil pour plein de sujets. Le sujet, c'est pas de répondre, en fait. Le truc, c'était ce débat avec ma femme. Au début, c'est le sens critique. Bah oui, en fait, le sens critique, c'est vraiment... Tu peux en débattre pendant des heures, il n'y a pas de bonne réponse. Exactement. Mais en fait, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que dans la philosophie, ça aussi, c'est assez triste parce que tout est dit. Une bonne question se caractérise non pas par le fait qu'elle amène à une bonne réponse, mais qu'elle amène à se poser d'autres bonnes questions. Il faut accepter que, au fond, souvent bien réfléchir, c'est ne pas venir à bout de sa réflexion. Mais au contraire, d'en évoquer les multiples facettes. Et c'est sur plein de sujets de société, les gens vont vite à la réponse. Et en fait, ça ne marche pas. Sujet de société, sujet à l'intérieur des entreprises. On voit bien qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Donc, en fait, c'est un peu comme la réponse rapide au sujet de dissertation de culture G. Au fond, si on se laissait un peu plus de temps pour ouvrir et en fait, si on faisait confiance à notre intelligence collective et à notre esprit critique, qu'on arrêtait de faire du gâchis humain, on pourrait poser des méthodos qui nous feraient gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction, de plaisir, tu sais, quand tu montes une boîte, on parle d'affectio societatis, l'envie d'être ensemble. On parlera d'optimisme, mais c'est tellement triste de voir à quel point on se gâche mutuellement dans les boîtes. En fait, ce manque de confiance mutuelle, en fait, on est ensemble. Ayons envie d'être ensemble quand même. C'est jouable, quoi. Donc... C'est ça. Et donc, du coup, pendant 10 ans, tu dédies ta vie. C'est l'enfer, t'es stressé, mais t'as quand même des résultats jusqu'à ce que tu dises, bon, ok, je peux plus continuer, que ta mère te dise, tu peux plus continuer, Mustapha. Ouais, c'est pas elle qui m'a dit. Elle m'a dit, je pense que tu vas crever dans 3 ans. Je sais pas combien tu revends, si c'est confidentiel ou pas. Mais bon, j'imagine que, puisque la prépa marche quand même plutôt pas mal, tu t'en sors bien. Et là, pendant 3 ans, tu fais le tour du monde. Ouais. Et, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment dire ? C'était l'envie que tu avais déjà de t'ouvrir au monde. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu dis, je vais aller au Tibet et puis je vais me sentir dépouillée, parce que c'est ce que tu disais juste avant. Et tu vas dans des auberges de jeunesse. Ouais. Tu fais pas les meilleurs hôtels à droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça aussi. En fait, le truc, c'est que moi, j'étais le moins bien payé de PGE. Donc déjà, pour donner l'exemple, j'ai eu le plus petit salaire de la boîte. En disant, si on en demande beaucoup aux gens... un patron de gauche, tendance gauche quand même. Parce que tu étais le responsable. Tu ne pouvais pas te payer bien si les étudiants n'avaient pas des bons résultats. Ouais, mais même quand ils en avaient bien, moi, je donnais des primes aux gens, mais que je ne me donnais pas à moi-même. Mais c'est aussi pour ça que tu peux mobiliser les gens. On était vraiment très, très tourné vers les étudiants. Donc, j'avais jamais eu de fric avant, quoi. Et paradoxalement, d'avoir enfin une sécurité matérielle, alors que tout le monde pensait que j'étais blindé, etc. Le seul truc que je me permettais, c'était des notes de frais d'hôtel quand je partais en vacances. Et ce que j'avais remarqué, quand j'ai été libéré mentalement de PGE, PGO, de l'entrepreneuriat, etc., c'est que, en fait, quand tu as la tranquillité mentale, le luxe et le confort que tu cherches dans les beaux hôtels, dans les bons restaurants, etc., mais tu n'en as vraiment plus rien à cirer. Et donc, j'ai un ami qui m'avait emmené aux auberges de jeunesse aux Philippines. C'est lui qui m'avait un peu... OK. Et là, je me dis, mais en fait, ce que tu perds en confort, tu t'en fous, parce que ce que tu gagnes en expérience, dans les hôtels, les gens ne se parlent pas. Ouais. Dans les auberges de jeunesse, ils font que ça. Se parler, etc. Et puis donc, en fait, d'un seul coup, ça, j'ai toujours aimé. Quand la vie...
comme s'il y avait une sorte de fenêtre imaginaire qui sortait là de l'air et boum, tu passes dans une autre dimension. Et là, j'ai vraiment pu passer dans une autre dimension, quoi. D'un seul coup, je fais waouh. J'ai commencé à avoir une vie délire. Et j'ai fait plein de trucs et j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça me coûte moins cher de mettre en sous-loc mon truc à Paris et de voyager que d'être à Paris. Donc complètement. Donc en fait, tu te dis, non, mais maintenant, j'étais complètement ouvert à tout. Et quand tu es ouvert à tout, les gens ils t'en proposent des trucs. Hein. Et je voyageais seul. La routine du boulot, c'est vrai, c'est nécessaire. Ça t'enferme dans une sorte de journée sans fin. D'où l'importance, en fait, et le désir des plus jeunes d'avoir des projets à côté comme toi, parce que c'est comme ça que tu t'oxygènes la tête et que tu es bon. Sinon, en fait, au bout d'un moment, un jour, tu pètes... Enfin, en tout cas, ta génération... un jour, ils pètent un câble. T'as l'impression d'être enterré vivant, en fait, quand tu n'as qu'une routine et que tu n'as pas de possibilité de sortir, de voyager, d'avoir une vie de nomade, comme ça se fait quand même pas mal aux États-Unis avec les jobs 100% remote. Ils en reviennent aussi, mais en fait... Ils en reviennent aussi, il y a du bon, il y a du moins bon dans tout, mais... Ça s'est fait trop vite avec le Covid, donc en fait, on va trouver un équilibre, mais il y a un modèle à trouver. De toute manière. Donc, c'est clair que... En tout cas, quand tu vis le truc, la quantité d'aventures que j'ai eues en voyageant, c'est un délire complet. D'ailleurs, depuis, maintenant, je suis papa et marié, donc ça, c'est fini. Mais ce que je cherche, c'est de continuer le voyage, mais en emmenant ma famille avec moi. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui, elle aussi, est dans la tech et qui peut aussi travailler à distance et qui est très demandée sur le marché. Mais si tu veux, mon truc, c'est de dire, en fait, on va essayer de vivre 5 ans à Kuala Lumpur, 2 ans à Séoul. Alors, je dis beaucoup pays d'Asie, hein, tu l'as compris. Oui, j'ai compris que tu aimais bien l'Asie. J'en suis fou. Si tu as commencé par les Philippines, je comprends. Parce que même j'y suis allée, ça a été un véritable coup de foudre. Ouais, puis je trouve la paix et une forme de foi en la vie qui manque beaucoup dans le monde occidental, je trouve, même au Canada, etc. C'est que, en fait, moi, ce que je ressens avec beaucoup de mes confrères ou les gens avec qui je discute en Asie, c'est que vu qu'ils continuent, eux, ils bossent beaucoup et j'ai l'impression qu'ils ont moins d'entropie et de perte d'énergie mentale que nous. Nous, on se pose plein de questions. Donc, en fait, on bosse beaucoup, mais on s'épuise. Alors qu'en fait, si on arrêtait de se poser 1 milliard de questions et qu'on bossait, c'est mieux pour le moral, quoi. Moi, j'aime bien beaucoup travailler. Ça m'évite de trop de te poser plein de questions, en fait. Ouais, mais ce que je cherche dans mes collaborations, et surtout maintenant que je suis moins entrepreneur et plus dans le monde en tant qu'employé d'une autre structure, c'est de ne pas avoir à me poser des questions qui m'empêchent de faire le travail. Alors moi, vraiment, ce que je cherche, c'est des gens qui vont m'offrir un environnement dans lequel, vas-y, bosse à fond, parce que de toute manière, tu n'as pas à te poser d'autres questions que ça. Et c'est un vrai luxe quand tu peux l'avoir. Alors, heureusement, maintenant, il y a des gens qui comprennent et qui te l'offrent, tu vois. Mais parce que sinon, en fait, tu t'égares dans la perte d'énergie mentale. Et en Asie, j'ai l'impression que ils bossent d'une certaine manière, on les critique parce qu'ils n'ont pas de sens critique, blablabla. Mais en fait, au moins, ça tabasse en termes de boulot. Ouais. Et derrière, ça te règle. Je ne sais pas s'ils sont... Enfin, oui, ils sont productifs pour certains pays, dans d'autres, non. Hein. Mais je pense que... tu vois, je suis allé voir des expos sur la ville de demain à Singapour. Même en Chine, j'ai eu la chance de visiter la Chine, qui est mon plus beau voyage, de très, très loin. Ah ouais. La Chine, ça m'a fasciné à un point, tu n'imagines même pas. J'ai fait de te 17 prendre une villes. claque de culture, je pense. Ouais, en Chine, j'ai eu honte des stéréotypes que j'avais sur la Chine. Genre, pour moi, c'est le pays le plus fascinant que j'ai vu de très, 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 très loin. La culture la plus subtile. Tu vois, genre, il y a un truc... quand je suis revenu, les mecs, je dis, tu sais à quoi tu reconnais quelqu'un qui a visité la Chine et qui a visité la culture chinoise, qui a lu, etc., en fait. J'en avais vu d'autres qui sont bien plus connaisseurs que moi. Si tu lui poses une question sur la Chine et qu'il répond, en général, tu n'as pas à parler au bon. A priori, on te pose une question sur la Chine, si tu connais vraiment, tu dis, c'est plus compliqué que ça. Ok, génial. Et alors, tu parlais tout à l'heure de ce sentiment de plénitude que tu avais ressenti en Asie. Ouais. À quel moment? En Chine. C'était en Chine. D'accord. En Chine. Ouais, en Chine, j'ai eu une crise de panique à Pékin. J'ai arrêté de manger pendant 3 jours.
D'accord. Après, j'avais une ligne. J'étais beau en Chine. Mais j'ai été complètement perturbé parce qu'il y avait tellement de choses. Mon esprit était tellement nourri que je ne savais plus où donner de la tête tellement je voyais de trucs. Et après, j'ai dû gérer mon rapport aux attentes de la vie. En fait, ce pays m'a tellement perturbé sur mes bases. C'était tellement de trucs, tellement de choses à voir, à expérimenter, à comprendre. C'était tellement subtil que c'est comme si tu faisais bugger l'ordi, quoi. Et là, en fait, l'ordi, il a dû lâcher prise. Il a dû se dire, maintenant, en fait, j'arrête d'avoir des attentes sur Guilin, Yangshuo, sur le Tibet chinois, vas-y, vois, parce que tu vas te prendre une claque encore. Et c'était claque sur claque. C'était que des nouvelles villes. Tu prends le train de nuit, tu reprends le train, un autre train de nuit, putain, c'est pas ça. Que des ambiances, des trucs. Ça a été... Et donc, en fait, tu comprends un peu le taoïsme, quoi. La philosophie du non-agir. En fait, tu prends la vague et t'es là, quoi. T'es complètement ballotté. Et en fait, c'est encore ce truc de dépouillement. C'est-à-dire, comme un peu sur les auberges jeunesse, tu vas vers le moins. Et en fait, tu vas juste vivre. C'est beau. Donc, du coup, tu ressors de ça un peu changé. Ah ouais. Complètement changé, même, j'imagine. Une capacité à la joie qui est... multipliée. Incroyable. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps... en fait, je ne suis toujours pas guéri. J'ai mis beaucoup de temps à ne pas évoquer le sujet Chine avec n'importe quel individu sans y passer une demi-heure. Je pensais être guéri, mais non, Mince, écoute, on devait avoir 3 heures, on n'a que 2 heures, donc c'est bien. Non, c'est déjà pas mal, mais j'aurais adoré que tu m'en dises encore plus. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que finalement tu rentres en France et que tu te relances dans l'entrepreneuriat ? T'as passé 10 ans dans l'enfer, tu découvres la vie, t'en vois partout, t'es heureux, et pourquoi tu te remets dans l'enfer, en fait ? Je fais souvent la blague quand il y a ma femme qui est là, mais je pense qu'elle pourra regarder, mais c'est toujours une blague. C'est une blague, mais je dis, comme toutes les bonnes choses, ça s'arrête avec le mariage. Non, c'est une blague, parce qu'en fait, on a voyagé ensemble. Ouais. Non, le truc, c'est qu'à un moment, dans la vie, il y a des choses que tu peux pas tout avoir. Donc, tu vois, on a une petite fille qui est une joie. Enfin, je peux pas la voir sourire sans avoir les larmes aux yeux. Elle a 3 mois demain, après-demain, je sais pas. On est quel jour là ? On est le 26. Ah non, dans 3 jours. J'ai aucune notion des... Sachant que mon anniversaire est dans 4 jours, c'est te dire à quel point je suis connecté. Je retiens. Non, mais c'est que je sais même pas quel jour on est. D'accord. Donc bref, mais le truc, c'est que si tu veux, choisir, c'est renoncer à un moment. C'est-à-dire que j'ai vécu ça. Je suis béni des dieux d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Tu vois, j'ai été entrepreneur à 20 ans, j'ai écrit des bouquins. Enfin, franchement, j'ai eu une chance de fou. Et puis, pour avoir la chance de vivre ce que je vis maintenant, il fallait arrêter ça. Parce que tu as aussi des signaux. C'est-à-dire que tu as voyagé 3 ans, tu es jeune et bronzé. Puis après, au bout d'un moment, je me souviens même dans mes rencontres amoureuses, les nanas commencent à se dire, c'est quoi le problème ? Il est trop parfait. Non, pas il est trop parfait, mais OK, tu as 34 ans, tu as 35 ans, machin. Déjà, moi je disais, je suis prof. Donc je dis, t'es prof, t'as les moyens de voyager, donc soit ils vendent de la drogue, ce con, soit il y a un truc. Après, elle disait, ouais, bon, il est sympa, machin, donc si ça se trouve, c'est un psychopathe. Elle n'était pas loin de la vérité. Donc si tu veux, il y avait aussi des signes en disant, socialement, ça va falloir que tu prennes une direction. Voilà, c'est très bien, mais d'ailleurs, à la fin des 3 ans, plutôt vers 2 ans et demi, 2 ans et 4 mois, je devais aller en Iran et je revenais de Namibie. D'accord. Tu vois le truc. Ok, c'est exotique. Ouais, mais c'est génial, génial, ça donne envie. Namibie, c'est Star Wars, hein, c'est vraiment un pays exceptionnel. Et en fait, j'avais tellement vu, parce que j'avais aussi fait d'autres trucs. En fait, je faisais un voyage déstructuré. Je faisais un voyage Skyscanner où un billet pas cher, personne qui m'en parle, boum, je vais dans le pays, quoi. Et je m'étais dit, je vais pas aller en Iran parce que j'ai tellement vu, je suis blasé d'avoir vu des trucs de ouf comme ça. J'ai vu les temples d'Angkor et Big Daddy, les immenses dunes de sable de Namibie. Je vais aller en Iran, en fait, c'est too much là. Et donc, ce que je suis allé faire, j'avais vu un reportage sur Arte sur le jeûne thérapeutique. Je suis allé à la clinique Buchinger pour aller faire un jeûne pendant la période de mon anniversaire.
C'est-à-dire, j'ai même pas voulu faire de fiesta ou quoi. Je suis allé jeûner pendant 12 jours à la clinique Bochinger. Donc, si tu veux, c'était déjà la fin du truc. C'est-à-dire, quand tu dis, non, de toute façon, maintenant, je veux plus forcément voyager parce que c'est trop, je vais aller jeûner pendant 12 jours. Ouais, c'est un peu perché quand même. C'était dingue. Ils te disent, à la fin de ce genre de truc, tu vas prendre des décisions importantes de ta vie. Moi, 6 mois après, je prends la décision de m'engager avec Victoria. Tu vois. Donc, pas tout à fait... ça m'avait effectivement fait changer. Il paraît que tu reproduis des cellules souches. Merci aux cellules souches qui Oui, ont mais induit c'est en vachement en mariage. vogue, le jeûne comme ça. J'ai un ancien DAF qui était parti 2 semaines en Espagne où tu manges Ouais. 150 calories par jour, Lui, il avait mais que pris. finalement, t'es pas affamé Non, et ça t'as pas te fait faim. vraiment du bien à l'esprit. Alors lui, il a fait une autre clinique qui s'appelle aussi Bochinger, mais c'est la clinique Bochinger-Villemi, qui coûte beaucoup plus cher. Ton ancien Je boss. sais pas. Ouais, c'était à Je sais Marbella. Ouais, j'étais non, voilà, D'accord. ils viennent de sortir une étude qui critique le jeûne. Hein. Ah ouais? Donc il faut regarder une étude scientifique robuste. Donc je sais pas, moi je sais que ça m'a fait du bien et que je voulais que ce soit encadré Si ça te fait au moins du bien à l'esprit. Ne le faites pas sans le moindre encadrement Ouais. médical, parce qu'il paraît que tu peux avoir quand même des sujets Ouais, médicaux. Mais tu vois, c'était aussi toutes les bonnes choses ont une fin aussi. Donc là, je me dis, je touche du bois, si Dieu nous prête vie, le projet, c'est de faire ça à la retraite avec ma femme, repartir finir en beauté, quoi. Aller aux Philippines. Refaire auberge jeunesse, mais à 70 ans. Je me vois retraité tard, voire plus. Ouais. Bah, quand ta fille aura l'âge d'apprécier les auberges de jeunesse, Ouais. ça peut se faire. De partir moi, je préfère partir avec ma femme. Peut-être que j'en sais rien, mais je pense que chacun vit sa vie. Je m'imagine pas embarquer ma fille, là-dedans. Non. Et alors, du coup, si on switch sur la dernière partie, donc j'optimise, que tu as créé à la suite Ouais. de ce tour du monde. Pas vraiment. Je l'avais créé en parallèle de PGE-PGO. Ah oui, mais d'accord. C'était un peu un labo RH. D'accord. Et en revenant du tour du monde, je me suis lancé dedans à fond. Et alors, raconte. Qu'est-ce que c'est comment ça a évolué? Pareil, j'ai inventé des méthodes pédagogiques, on a mis en place des systèmes en ligne, donc on a utilisé tout ce qu'on pouvait. On a mis en place des méthodes. La force de Jobtimis, c'est que tu as n'importe quel consultant intelligent. En fait, les qualités, c'est pour être consultant Jobtimis, c'est finalement l'intelligence, c'est la moins importante. C'est la générosité, l'éclectisme des expériences. Donc en fait, moi, si tu n'as pas fait des choses différentes, tu ne m'intéresses pas trop pour ce genre de job parce que tu conseilles des gens, donc tu dois avoir une très grosse ouverture sur les possibilités de rebond et sur tout ce qu'offre la société en termes de job. Alors, attends, ouais. je t'arrête, excuse-moi. Qu'est-ce que fait J'optimise? Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bah ouais, alors Jobtimise, c'était un cabinet de conseil en gestion de carrière. Donc en fait, ça faisait du bilan de compétences, du coaching en recherche d'emploi, du coaching reconversion professionnelle. Et maintenant, on est en train de prendre un virage, un virage IA, parce que 70% des jobs des cols blancs vont être très fortement perturbés dans les 3 années à venir. Et en fait, on est capable de faire monter la maturité IA de quelqu'un en un temps record. C'est-à-dire en 2 jours de formation, tu as ce qu'il faut pour apprendre à te former à l'IA avec de l'IA. Tu fais 2 jours avec nous, tu sors de là, tu as une certif. Derrière, si tu veux continuer avec nous, tu peux. Mais si tu n'as pas envie de continuer avec nous, que tu veux le faire tout seul, on te donne la méthode pour que tu le fasses tout seul. Donc, en termes de rapport qualité-prix, ça va être imbattable. Et c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire que c'est l'IA qui te forme à l'IA. On te donne les moyens, tu pars de zéro, et au bout de 2 jours, c'est bon. Mais c'est à la logique un peu PGE-PGE, c'est-à-dire de façon donc, intense, c'est hyper 48 méthodo. heures, on se fait fouetter. Non, tu ne te fais pas fouetter. Tu te fais pas fouetter, mais tu vois, au début... C'est l'armée. Non, mais pour le coup, pas vraiment, parce que, disons que tu es un peu le cocher et c'est l'IA que tu fouettes. C'est-à-dire que c'est l'IA le cheval. Et en gros, au contraire, on va te prendre par la main et on va t'accompagner dans ta transformation. Et très vite, tu comprends. D'accord. Donc, pour que tu puisses, en fait, quand tu es consultant, enfin, pas consultant, quand tu as tous les cols blancs, ouais. Pour que tu puisses continuer dans ton métier, mais en te servant de l'IA pour pouvoir t'améliorer et continuer dans cette voie-là. En ayant le sens critique, la capacité à faire le tri, la compréhension des termes techniques qui te concernent. En fait, en très peu de temps, tu comprends comment tu vas te saisir de l'outil. Tu vois, moi, mon affirmation aujourd'hui, c'est que
si Internet n'existait pas et que l'IA n'existait pas et qu'on partait du même point de départ, créer un compte Facebook, c'est plus difficile que de maîtriser l'IA. Tu prends quelqu'un qui n'a jamais vu Facebook, tu lui dis crée un compte Facebook et apprends à utiliser l'IA avec Jobtimise, je te garantis qu'il trouvera que c'est du gâteau Jobtimise par rapport à créer un compte Facebook. Alors, je ne connais pas l'outil J'optimise. C'est les outils dispo. Hein. Mais voilà, un chat GPT, c'est sûr que tu comprends très vite comment ça fonctionne. Parfois plus que de se créer un compte, Mais faire un WordPress Mais ChatGPT, sans nos codes. En fait, si tu ne comprends pas quels sont les défauts de ChatGPT, tu ne peux pas dire que tu comprends ChatGPT. Ouais. Et si tu ne comprends pas, j'ai parlé du hardware, si tu ne sais pas avoir un regard... En fait, ton sens critique sur les outils d'IA, si tu n'en as pas, tu es un danger public. Ouais, ça peut faire des grosses conneries. Quand on avait discuté, le jour où on s'est rencontrés, tu me parlais des hallucinations de l'IA. Bah ça, par exemple. Tu dois pouvoir les reconnaître, en fait, avec ton sens critique. Par exemple, tu lui demandes... Exactement. Et c'était un cas d'un avocat qui doit te traiter un cas avec des jurisprudences. Et là, ChatGPT t'invente plein de jurisprudences qui n'existent pas. Ouais. Si il a été viré, l'avocat. Ouais. Bah ouais, mais si t'as pas ton sens critique... Si t'as pas ton sens critique, ça peut pas marcher, en fait. Ouais. C'est un outil, mais ça te remplace pas. En fait, quand les gens apprennent, parce qu'on parle que de ChatGPT, mais il y en a plein d'autres des outils. Quand les gens apprennent à s'en servir, ils ont beaucoup moins peur. Et ils voient plein de cas d'usage. C'est-à-dire qu'ils voient comment ça va améliorer leur vie sur les trucs qui les font chier. Et ils ont beaucoup moins peur que ça les remplace. Ouais. Donc c'est clair. C'est appel aux entreprises de France et de Navarre. Soit vous allez créer des saboteurs qui vont avoir très peur et qui, ayant peur, se font un monde de ce truc-là en termes d'usage. Et donc, quand vous allez essayer de vous y mettre, ils vont bloquer. Soit vous les formez. Et là, derrière, estimation d'augmentation de valeur immédiate en implémentation de l'IA, 6 à 10% immédiate. 6-10%, c'est immédiat. Marché de l'IA, augmentation annuelle 39,3% de 2020 à 2030. Ils n'arrêtent pas de réévaluer la tendance à la hausse. Je sais qu'ils avaient dit 18 trillions en 2030, et là, ils commencent à dire que c'est plutôt 18 trillions minimum, ça peut aller jusqu'à 28 trillions. Et là encore, pour toutes les entreprises françaises et européennes, 57% de déploiement de l'IA en Chine, donc des gens qui l'utilisent au jour le jour, statistique IBM, 56% en Inde, que 25% aux États-Unis, je crois qu'on est à beaucoup moins. On ne déploie pas de l'IA parce qu'on se pose 1 milliard de questions. On était le premier pays à réglementer. Je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est typiquement la France. En fait, on peut réglementer. Franchement, réglementer, c'est très bien. Mais si les gens qui réglementent ne connaissent pas l'outil qui réglemente, ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, et là encore, on se fait un monde de quelque chose bien cadré. Alors, 2 jours, c'est le minimum, bien sûr. Mais avec 2 jours, ça tient la route. C'est 2 bonnes journées, quoi. 2 bonnes journées, si c'est du concret. Ah oui, mais c'est que du concret. Parce que, du coup, alors j'enchaîne parce que je voulais quand même te poser plein de questions. Sur Jobtimise, vas-y. Sur Jobtimise et toute cette vague qu'on a eue de formation en ligne, de reconversion, de coaching maintenant. Toi, ça fait quand même... tu as créé ça peut-être un peu en avance. Est-ce que tu étais visionnaire déjà du sujet? Et est-ce que tu peux nous parler du business model, formation en ligne, coaching avec le CPF, tout ça? J'espère que je pollue pas le podcast avec mes réponses de prof de prépa que j'ai jamais cessé d'être, de dissertation. Alors, je rebondis toujours sur un autre sujet que la question qu'on m'a posée. Mais écoute, j'ai remarqué. Mais c'est aussi pour ça que je t'invite. Ouais, j'espère que les gens qui nous écoutent... écouteront jusqu'au bout. Ouais, sont pas dégoûtés. On les a perdus à la première phrase. Ouais, j'espère que non. Non, je rigole, je te taquine. Mais ouais, je comprendrais. Mais le truc, c'est que tu parles du côté visionnaire. Alors ça aussi, c'est un truc de prof de culture G. Le mot, tu rebondis dessus. En fait, le côté visionnaire, visionnaire, rien du tout. Tu as des tendances qui sont là, posées. Donc, tu n'as pas besoin d'être un grand visionnaire pour juste voir qu'est-ce qu'elles vont avoir comme impact. Aujourd'hui, dans nos sociétés, tu as 3 grandes tendances évidentes. La tendance écologique, on connaît tous. Donc, comment on va devoir transformer nos métiers en métiers écolos. La tendance, l'autre qu'on connaît, technologique. Comment on va devoir passer à 70% des cols blancs qui sont disruptés gravement. Et la tendance démographique. On vieillit, on ne fait pas de gosses. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Qui va s'occuper de nous? Médecin, plus personne ne veut être infirmier, plus personne... Bon, on fait quoi?
En fait, si tu analyses ces tendances-là, tu as des idées business dans tous les sens. Hein. Jobtimy, c'était arrivé en disant la reconversion professionnelle, c'est la norme. Et moi, ça peut paraître provoquant, mais je pense que si les États ne s'en saisissent pas, et ils s'en saisiront, c'est-à-dire s'ils n'aident pas à ça, ils auront la guerre civile. Du type, pas la guerre civile, mais des mouvements de protestation et d'insatisfaction énormes. Donc, j'ai créé Jobtimy en me disant, de toute manière, c'est le sens de l'histoire. On va devoir former les gens. Alors, Jobtimy, si tu veux, je me suis énormément concentré sur le cœur, la méthode. Ce que moi, j'ai fait chez Jobtimy personnellement, c'est un peu le truc de la méthode dessert dont tu me parles, c'est comment on méthodologise un parcours de pivot de carrière. Tu vois ? Et en fait, derrière, n'importe quel consultant vient, je le forme, très vite, boum, il est capable de délivrer des trucs à haute valeur ajoutée. Après, on a ajouté de l'IA. Et l'IA te génère des possibilités de reconversion. C'est-à-dire, toi, tu arrives, tu dis, voilà les caractéristiques. Le consultant va quand même dire, oui, mais il y a d'autres choses en fait, il va modérer, encadrer ce que tu dis. En fait, ce qu'on dit n'est pas toujours la vérité. Il faut quelqu'un qui écoute et qui recoupe. Et c'est comme ça que ta donnée entrante dans l'IA est bonne. C'est de la donnée modérée humainement. Et une fois que tu fais de la donnée modérée humainement, que tu la mets dans une IA qui est paramétrée avec tes documents à toi, tes méthodes, ça te sort du fine-tuning en termes de possibilités de reconversion. Avec de l'IA, c'est de la bombe. Parce que là, tu vas avoir pour la personne quel type de job, pourquoi, quel type de formation, pourquoi. Forcément. Donc, tu vois un peu la tendance. Et en fait, nous, de plus en plus, on part là-dessus. On va partir vers comment on est capable d'accompagner un maximum de monde, parce qu'on parle d'un mouvement, mais délire. Ces 3 sujets-là sont des sujets... Normalement, si tu en as un en 50 ans, c'est déjà, tu as du pain sur la planche. Mais 3 en 10, 3 sujets comme ça en 10 ans, bon courage. Donc, c'est un sujet pour tout le monde. C'est comme ça que je vais sur Jobtimy. Et en fait, on parle beaucoup d'entreprises scalables, etc. Moi, c'est pas les... Je peux faire du scalable parce que j'ai la méthode, tu vois. La méthode et les outils technologiques. Ouais. C'est ça, Jobtimy. Ok. Alors, tu as quand même une partie formation en ligne. Ouais. Ça, j'imagine que d'un point de vue business model, c'est assez rentable parce qu'une fois que tu fais tes formations, finalement, tu les mets à jour régulièrement. Ça te demande un peu moins de travail et pour le coup, tu peux les vendre. Faut quand même encore les vendre. Hein, mais ouais. Ça, on en est au balbutiement. T'en es au balbutiement. Non, ça, j'ai pas... Parce que tu as des gens qui sont à Bali, qui sont super forts pour vendre des formations dans tous les sens. C'est un métier. Ouais, ben oui, il y en a de partout. Ouais. Je me dis, t'en as tellement, il y a tellement de concurrence sur ce marché. Comment tu fais pour vendre les tiennes ? Moi, de toute façon, c'est pas ça que je vends sur Jobtimy. C'est plutôt la reconversion, le coaching, et tu fais appel à des coachs, du coup. Est-ce que c'est tes employés ou c'est... C'est beaucoup d'indépendants. D'accord. Beaucoup d'indépendants. Et non, le modèle, c'est justement, en fait, ça me saoulait, tous ces trucs de formation, des gens qui te vendent... Moi, j'aime pas vendre du rêve aux gens. Je leur vends des efforts depuis toujours. Donc, en fait, c'est un effort accompagné avec quelqu'un et la tech est un support. Parce que c'est tellement psychologique. Si tu dis aux gens ah ouais, c'est bon, pour changer de carrière, je vous donne un truc en ligne et je vous donne une IA, tu les flingues, quoi. Alors, ils ont besoin d'une relation affective. Ouais. Donc, tu augmentes le consultant sur pareil. Il y a un côté augmenter la personne qui délivre. Mais tu vois, je vois tellement de coachs, je t'en vois partout sur LinkedIn. Tu as l'impression que tu peux faire une formation coach facilement et hop, ça y est, t'es coach. Est-ce que le coach est un psychologue bullshit ou tu vois, est-ce que tu as vraiment de l'impact ? Toi, je voyais sur ton site internet, tu mets premier cabinet à avoir des résultats. Qu'est-ce que c'est pour toi un résultat, en fait ? Le résultat, déjà, nous, Comment tu sélectionnes tes coachs aussi ? Ouais, déjà, le truc, c'est que on dit souvent les conseillers ne sont pas les payeurs. Nous, si. C'est-à-dire qu'on s'engage à être aux côtés de la personne jusqu'à ce qu'elle trouve un job. Ça, déjà, dire je vais t'aider. En fait, je te donne des conseils sur la reconversion. Et derrière, je dis allez, bon courage. C'est très facile, hyper facile. Mais si je suis là et que moi, le compteur tourne, et que si tu fais des dizaines d'heures, moi, derrière, je ne suis pas payé, je suis payé au forfait. J'ai mis ma tête sur le bio, tu vois. Donc, au fond, déjà, on s'engage sur les résultats. C'est-à-dire qu'on t'accompagne jusqu'au moment où tu conclus ta reconversion. Donc, c'est quand même... je pense qu'on est les seuls à le faire. Hein. Donc, déjà... Donc, ça, c'est quand même des résultats. Et oui, c'est super risqué. Bien sûr, c'est super risqué. C'est un peu comme la prépa, te rémunérer sur la réussite au concours de ton élève. C'est très risqué, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Mais ça te met la pression. Un peu trop.
Ouais, mais à un moment, enfin, je sais pas, j'estimerais pas normal de payer si la personne, elle est pas mobilisée, quoi. Or, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui est là pour me donner des conseils doucereux. J'ai pas besoin de chaleur humaine sans engagement humain sur. Enfin, si tu as été sympa avec moi, que tu m'as écouté, que tu m'as donné des conseils de reconversion, mais que derrière il se passe rien et qu'en fait toi ça change rien à ta vie, ça m'embête. En fait, je trouve que c'est quand même ça qui fait flipper dans tous ces programmes de reconversion, parce qu'il y en a plein partout, hein. Tu as les programmes Chance qui sont finançables en plus à 100% par le CPF, mais tu as l'impression qu'on va te donner des conseils, que tu vas pas être dans le concret et qu'au final, après, on va te lâcher dans la nature. Allez, merci, au revoir. Tu as fait ton analyse de tes compétences, hein, ton bilan de compétences. Tu sais où tu vas aller, tu vas sélectionner une bonne formation, mais derrière, tu vas être un peu perdu dans la nature. Et c'est pas facile, je pense, surtout en France. La reconversion, en général, ça fait peur aux employeurs. Ils n'ont pas forcément envie de prendre quelqu'un qui vient tout juste de se former au RH, alors qu'avant, il était, j'en sais rien, comptable. Ça dépend du narratif. Si tu arrives en mode je suis reconverti et je me suis formé au RH alors qu'avant j'étais en contrôle de gestion, tu lui fais peur. Mais là, une fois que tu as décidé de ta reconversion, c'est là l'accompagnement à la recherche d'emploi. Tu dois trouver des missions, des trucs et présenter les choses de telle sorte que ça marche. Et nous aussi, notre rôle, ça a été très longtemps d'accompagner les gens en disant si tu quittes un job pour en reprendre un autre et que tu veux exactement les mêmes conditions que le job que tu viens de quitter si tu étais super bien payé, assume, tu n'auras pas. Tu vas rester dans ton job. Donc, tu dois faire ton business plan de reconversion quand même. Ouais. Tu dois faire tes comptes en disant, les 2-3 premières années après une reconversion, c'est des années de formation. Donc, en fait, tu perds de l'argent parfois. Mais par contre, au bout de 2-3 ans, quand ça y est, tu as pris tes marques dans le nouveau job, ton ancien job redevient un atout. Ouais. Tu ne vas pas dire, par exemple, si tu as eu 7 ans d'expérience en marketing et que tu es passé gestion AMOA dans l'IA, par exemple, les 2-3 premières années, c'est comme si tu repartais de zéro. Un débutant payé en sortie d'école. Mais après, tu peux dire j'ai 10 ans d'expérience. Pas 10 ans d'expérience en IA ou en AMOA, mais j'ai 10 ans d'expérience parce que, regardez, j'ai donc les compétences techniques, etc. OK, mais les 7 années qu'il y a eu avant, ça m'a appris le management, ça m'a appris. Donc, si tu veux, c'est aussi un discours de vérité qui n'est pas facile du tout. Je pense à Marie par rapport à Jobtimise où tu as des gens qui, parfois, psychologiquement, sont vraiment rincés. Donc, c'est différent de PGE. Tu dois amener les sujets de façon beaucoup plus douce. Tu marches sur des œufs, quand même. Ouais. Pourquoi ? Parce que la personne que tu as en face de toi doit faire une introspection et tu dois l'emmener vers des sujets qui vont lui faire mal et qu'elle n'a pas envie d'entendre et des questions qu'elle doit se poser. Malheureusement, trop souvent en France, les gens viennent faire un parcours de reconversion ou de bilan de compétences quand ils sont déjà très avancés dans l'épuisement nerveux, la déprime, etc. Donc, si tu veux, si tu as quelqu'un qui est déprimé et qui attend de toi un peu monts et merveilles, en fait, parfois les gens prennent un coaching comme ça. Ils ont juste besoin de se dire à eux-mêmes que ça va les sauver, en fait. Donc là, tu dois faire gaffe parce que si le sujet, c'est de lui mettre un coup de pied au cul, de dire il faut que tu te formes, il faut que tu fasses ceci et que la personne a juste envie d'entendre quelque chose qui n'est pas réaliste, comment tu fais ? Donc ça aussi, c'est ce qui fait que ce job-là est vraiment difficile. Il n'y a pas de réponse facile et les autres coachs, etc., ça dépend de leur éthique. Il y a des gens très bien chez Chance, partout, tu vois. Je veux taper sur personne, tu vois. Mais le truc, c'est... qu'est-ce que tu peux faire ? C'est des deux côtés. Il n'y a pas le client idéal qui vient, qui a toutes les qualités, ou le coach idéal qui vient, qui a toutes les qualités. C'est une combinaison. Est-ce que le client, lui, te donne les moyens de l'aider ? Et après, du côté des coachs, quel est leur niveau d'éthique personnelle ? Si tu conseilles quelqu'un, tu es quand même censé te renseigner. Pour faire du coaching carrière, il faut quand même connaître beaucoup de choses sur ce qui se passe sur le marché du travail. Ce n'est pas évident. Ouais. D'où le fait d'avoir de la techno, ça nous a beaucoup permis d'avancer là-dessus parce qu'on s'est très tôt aidé de la techno. Est-ce que tes coachs, ils sont spécialisés sur un secteur, par exemple Non. Reconversion finance ou Non, au début, ça ne marchait pas. Ok. Non, ça ne marchait pas. Non, parce que c'est pour ça que je dis éclectisme. Là, tu m'as demandé comment je recrutais les coachs. Ouais. Je dis il faut générosité, éclectisme, c'est-à-dire qui ont touché à plein de trucs différents, et intelligence. Mais à la limite, l'intelligence,
presque. Le plus important, c'est vraiment, il faut être très généreux. Parce que parfois... Parce que tu donnes de ta personne. Oui, puis parfois c'est injuste. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de toi. Et quand eux sont tendus et nerveux, c'est toi qui prends les balles, quoi. Ouais. Oui, bah oui. Et c'est totalement injuste. Et c'est injuste. Mais oui, ça fait partie de ton boulot, forcément. Si tu es là pour aider la personne en face de toi, que tu lui fais remuer des choses qu'elle n'a pas forcément envie, ça peut créer des émotions, je pense. Beaucoup d'émotions. Et des comportements qui vont en face. L'ambiance dans le pays ne nous aide pas. Mais c'est pour ça, j'ai cité Marie, parce que en fait, on a évolué aussi avec ça. En fait, tu as des gens qui ont cette capacité à... Je pense qu'aujourd'hui, dans ce job-là, quand tu vises des résultats vraiment, faut pas prendre les choses mal. C'est-à-dire qu'il faut être capable de pas écouter des gens qui t'agressent, quoi. Parce que derrière, ils vont revenir 2 semaines après, te remercier de façon hyper chaleureuse. Les gens sont à cran, mais c'est pour ça. Pourquoi on est à ce point à cran? Putain, c'est un truc. Mais c'est vrai. T'avais lu les 4 accords Toltec? Ouais. Ne pas prendre les choses personnellement. On me l'a tellement suggéré de le lire que je vais finir par croire qu'on essaie de me faire passer un message. Ah, mais non, mais pas du tout. En plus, le livre est tout petit, t'as une 20aine de pages. C'est lu. Bon. Mais je suis d'accord. Enfin, j'aimerais beaucoup. Il faut se les répéter tous les jours, ne pas prendre les choses personnellement. Moi, parce que soi-même, quand on est des fois sous le coup de l'émotion, on peut avoir des paroles un peu blessantes qu'on pense pas forcément, ou qu'on pense, mais bon. Je me suis auto-viré de Jobtimise. Tu t'es auto-viré de Jobtimise? Au début, moi, j'étais consultant et coach emploi. Et en fait, j'ai compris que j'étais trop sensible pour le faire. Donc, je me suis auto-éliminé. La fameuse éponge. Puis réactif et tout. Donc, en fait, non, c'était pas pour moi. Okay. Donc, tu es très bon en enseignement. Ouais. Moi, en tant que coach. Pas ce coach-là. Coach carrière, en fait, les émotions des gens... c'était dit. Enfin, je l'ai fait. Je l'ai fait. En fait, j'avais de bons résultats. Les mecs me réclamaient, mais moi, ça te coûtait trop. Ouais. Enfin, j'aime pas être. Tu vois, on parlait de voyage. Il y a des pays, l'Afrique du Sud ou la Bosnie. Il y avait une ambiance. J'avais mal au ventre. À la Bosnie, je comprends. Mais même l'Afrique du Sud. Ouais. Il y avait des trucs, des choses que. Enfin, je suis hyper sensible aux vibrations bonnes et mauvaises. Ouais, les mauvaises vibes. Ouais. Et c'est vrai que quand quelqu'un vient. Parfois en coaching, tu as beaucoup de mauvaises vibes. Tu le ressens. Tu le ressens et tu l'absorbes. Ouais. Donc c'est pour ça, ils ont du mérite aussi. Ah. Du coup, tu dis, bon, allez, je vais développer le LIA. Ça me paraît pas mal. Ouais, bah, tu vois, on y revient. La frustration est une source d'énergie. Ouais. Donc, en fait, tout n'est pas toujours tout confort, quoi. Il faut se bouger. Et absolument. J'optimise. En parallèle, je comprends que tu fais encore plein d'autres choses, notamment dans l'enseignement. Tu es enseignant à l'EDEC. Non, je suis plus enseignant. Tu n'es plus enseignant. Et instructeur pour LinkedIn. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, oui. Ça, je suis investi là-dedans. Prof, c'est quand on m'appelle, quoi. Puis l'enseignement, c'est quand je peux. Instructeur chez LinkedIn, en fait, je crée des cours en vidéo pour LinkedIn Learning. D'accord. D'ailleurs, je dois encore en faire sur des sujets d'intelligence artificielle de plus en plus, mais appliqués au management. Donc, ça me va super bien parce que c'est vraiment des sujets méthodologiques de management. Donc, tu vois, l'IA pour les leaders et les managers. Là, ça va être l'IA dans la négociation. Donc, c'est vraiment comment mobiliser l'IA et en faire quelque chose. Et chez LinkedIn... Alors, à chaque fois, moi, je les complimente chez LinkedIn Learning parce que c'est une super expérience dans le recrutement, le cycle de recrutement. Alors, ils n'en sont pas toujours conscients, mais je ne sais pas combien de personnes j'ai envoyé des vidéos, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça. C'est tellement carré. Ils cherchent des bons instructeurs, quoi. J'ose espérer, mais c'est surtout que, toujours pareil, si on attend de toi quelque chose et qu'on te donne ce qu'on attend de toi, tout baigne. Ouais. Mais si on attend de toi quelque chose mais qu'on ne te le donne pas, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui te le donne. De nos jours, tu vois... Ben oui, il faut quand même t'inscrire dans un jeu gagnant-gagnant. Ouais, et chez LinkedIn Learning, c'est vraiment gagnant. Ils le sont. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu es associé dans un cabinet de consulting. Je fais de la transformation dans les métiers de la vente B2B. Donc, c'est un cabinet de conseil qui s'appelle Halifax Consulting. OK. Et je les ai rejoints. Donc, j'expérimente le rôle d'employé chez Halifax Consulting.
Ouais, non, mais alors c'est super intéressant, je trouve, de toute ton expérience, hein. Commencer dans l'entrepreneuriat, vivre un peu l'enfer, partir en tour du monde, finalement revenir à l'entrepreneuriat, faire quand même un petit peu d'enseignement, par-ci par-là et là, le salariat. Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Comment tu te vois finalement? Est-ce que, cette liberté que tu as d'entreprendre, mais quand même pour une structure qui est déjà en place avec, des clients que tu peux accompagner, enfin, le Mmh. consulting, c'est quand même sympa aussi, de pouvoir accompagner tes clients un peu comme tu le faisais, Mmh. chez PGE, PGO. Alors pourquoi ce choix, en fait, Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, quand tu montes ta boîte tout le temps, tu es soumis aux règles que tu édictes toi-même. Et donc moi, j'ai été entrepreneur beaucoup. Après, j'ai été donc, je travaille, depuis 5 ans maintenant avec LinkedIn. J'ai vu ce que c'était. Je trouvais ça top. Tu apprends beaucoup et en fait, il y a un côté où tu te dis: «Ben, j'ai 41 ans bientôt». C'est soit tu continues dans la même veine, mais enfin la vie, c'est bien d'avoir plein d'expériences différentes dans la vie. Et en fait, j'ai rencontré, la première personne que j'ai rencontrée chez Halifax Consulting, c'est Anthony Giraud. OK. Et le sujet, c'est est-ce que tu as envie d'être mentoré par, Anthony Giraud? Toutes les personnes qui, je pense, ont connu Anthony Giraud répondent de oui, sur le tatou sur le bras, Ah ouais? ouais. Une Ouais, personne ouais. extraordinaire et Ouais. tu vas le ramener ici? Et alors il est à Kuala Lumpur, mais OK. il passe, souvent en Europe Ah, et c'est oui, pour ça que oui. tu parlais de Kuala Ah Lumpur, ça c'est OK. s'il passe et que tu l'invites, c'est un parcours incroyable. Donc il a été, tu vois, c'est un maître en PNL, il a été entraîneur de tennis de très haut niveau, il était entraîneur professionnel, D'accord. et lui, tu vois, même dans j'ai Collègue de parlé Moratoglou. ouais, ouais, c'est un Mouratoglou dans pas mais sur l'aspect tennis, je pense qu'il est bien meilleur. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais sur l'aspect mental, c'est hyper, hyper intéressant. Enfin, je dis ça pour Mouratoglou, je pense Mouratoglou a des coachs à lui qui sont, pointus sur le tennis. Je sais pas si enfin bref, mais c'est un autre débat. Je pense que le côté business prend beaucoup de temps à Mouratoglou, mais qui est fascinant d'ailleurs. J'ai pas envie de c'est pas pour dénigrer, c'est pour dire Ah mon non, mais j'adore. admiration à D'ailleurs, Anthony. j'avais écouté un podcast, de Moratoglou avec Pauline Léniaud. Ouais, Je ouais. crois que c'est un de ses podcasts qui a fait le plus de vues, Il est trop fort. incroyable. Il a fait des trucs Il a une formidables. non, mais il a un storytelling qui est incroyable. Ouais, Enfin ouais. et des résultats aussi, impressionnants donc Ouais, 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 mais après, je sais, mais en tout cas, le truc c'est avec, donc j'ai rencontré Anthony, ça m'a donné envie, on a commencé à travailler ensemble. Et en plus, moi, je veux m'installer en Asie. Et donc, Halifax a une présence asiatique grâce à Anthony qui grandit, grandit, grandit. Et tu vois, enfin, c'est quelqu'un qui a une vision. Alors, Anthony, il a créé une méthode, c'est le winning mindset. Encore une méthode. Ouais, voilà, bah, OK. tu vois, en plus, moi, ça me parle. Ouais, bah, ouais. Winning mindset, c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, je l'ai évoqué, mais j'ai travaillé sur les sujets du GIGN pour PGE, PGO, mais j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de Raphaël Nadal, moi. J'ai observé D'accord. Nadal, oui, enfin, sur la OK, façon de tennis, gérer le ça me stress, dit rien. hyper Ah ouais, intéressant. Comment tu occupes ton esprit pour pas penser aux choses qui te stressent en général quand tu es joueur de tennis. Donc intéressant avec ça. Nadal, et donc Anthony a cette expérience, cette expertise extraordinaire de coaching dans le sport de très haut niveau, pas que le tennis d'ailleurs. Super ouverture d'esprit. Et donc c'est vrai que c'est quand on me dit pourquoi, si j'ai comme ça, je suis mentoré par des gens comme ça, et il y en a beaucoup chez Halifax, bah, moi ça me fait grandir, tu vois. Donc c'est un peu ce que je cherche. Ah, évidemment, là encore, je le redis, mais moi je me vois m'installer en Asie et faire Ouais. l'aller-retour avec la France pour les aspects business ici, mais aussi pour développer cette activité qui se développe beaucoup grâce à Anthony, mais sur les sujets de transformation, intelligence artificielle. Donc, si tu veux, tu as ça. Et ouais, ça t'amène à te dire, OK, c'est intéressant, en fait, d'aller chercher comme ça des Encore gens une qui autre te font- expérience, des personnes aussi qui t'apprennent parce que Ouais. dans ta carrière, tu as quand même beaucoup appris aux gens, mais Ouais. c'est toujours quand même agréable et confortable et ça te fait avancer d'être mentoré par des personnes Ouais. différentes, qui ont une expérience différente. Ouais. Et je ne sais Puis même ça pas si fit. tu l'as dit, Halifax, ils font quoi exactement Ouais. Consulting en quoi? Halifax, Et comment tu implémentes justement l'IA là-dedans? Halifax fait du consulting et training pour les sales B2B. Donc c'est vraiment du conseil orienté, conseil et formation pour la vente en B2B. Euh, Dans l'IA, j'ai créé, par rapport aux méthodes Halifax, j'ai créé des outils d'IA
qui complémentent les formations et le consulting. Donc, on l'a appelé AI Halifax. Ok. Donc, il y en a une pour la négociation commerciale. En gros, tu as un problème de négo. Ton client vient te voir et te dit « Ah non, finalement, le truc sur lequel on s'était mis d'accord, c'est non, parce que mon patron, machin, tu as une situation comme ça. » Tu tapes ça dans ton outil. Ça va prendre toutes les méthodes et tout le savoir d'Halifax de 20 ans. Ça va te donner une façon de gérer ton problème. Et pareil pour de la prospection. Tu ne sais pas comment pitcher, tu ne sais pas comment amener un truc. Pap, tu vas sur AI Halifax, boum. Et là, en gros, on travaille sur des sujets, même sur les plans de compte. Et j'ai aussi fait chez Halifax une formation qui est totalement orientée pour les IA et ventes. Donc, c'est le même principe. Au bout de 2 jours, les mecs sont là, ils sont capables de surperformer en utilisant les outils IA. Donc, si tu veux, en très peu de temps, ça délivre grave, tu vois. Donc là, en plus, il y a Anthony qui m'a encore une fois, c'est la méthode. Méthode et rapidité quand même. Enfin, l'un des trucs... Je devrais faire un inventaire, un catalogue des méthodes qui s'appliquent pour les concours, pour la vente, pour l'IA. En fait, les gens ont peur. Donc, comment tu arrives à faire bouger les gens ? Il faut que tu leur donnes une méthode. En fait, il faut qu'ils aient confiance dans ce que tu leur proposes. En management, c'est vraiment la base. C'est qu'est-ce qui va se passer à court terme et pourquoi ce qui va se passer à court terme s'inscrit dans une fresque à long terme. Et c'est quoi ? C'est le sens. Donc, en fait, c'est la peur, c'est le court terme. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et ensuite, le sens, c'est en quoi le pas que je fais, c'est pour aller où et vers quel paysage merveilleux, tu vois. C'est comme ça que la forêt est sombre. Là, il y a un petit sentier. J'ai peur. Pourquoi on doit marcher dans cette direction-là ? Qu'est-ce qui se passe ? OK ? Et ensuite, cette portion de chemin qu'on fait et les autres qu'on va faire, c'est pour voir quoi ? Putain, on va voir un volcan. Ah ouais, OK, d'accord. OK, ça va, j'ai compris. Je comprends pourquoi on fait ça. Et donc, le fait de proposer une méthode, c'est comme ça que tu embarques les gens. Et moi, tu vois, genre, c'est la vocation que j'ai chez Halifax, comme avec mes entreprises que je garde, et où, en fait, on doit embarquer les gens dans ce changement-là. Donc, enfin, tu vois, c'est de service, mais clairement, de toute manière, c'est de gré ou de force. Là, il y a un proverbe chinois qui dit « Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse ». Là, vu ce qui se passe avec les 3 sujets dont j'ai parlé, écologique, technologique, démographique, tous ceux qui attendent vont se faire dévorer tout cru. C'est sûr, parce qu'ils vont voir arriver des gens qui se sont bougés, et là, ils sont souvent américains, qui vont leur mettre des claques. Tu vois, le choc qu'il y a eu quand Google est arrivé en face des régies publicitaires. En fait, là, des trucs comme ça, l'IA, et quand tu vois juste les newsletters sur l'IA, parce qu'il arrive des US, et c'est de la dinguerie. Donc, les types sont là, ils attendent un peu. Attendez, vous allez voir ce qu'il y a. C'est-à-dire que il faut absolument former vite des gens qui ne sont pas ceux... En fait, vraiment, arrêtons d'informer le top management qui a la tête farcie de plein de sujets et à qui on ne dit pas « excuse-moi, merde », et de donner le sujet, tous les grands sujets, à des super techniciens trop pointus, donc trop frileux, donc trop dans leur routine. En fait, tous les autres dans la boîte, je ne vais pas oser te demander, toi, dans la boîte où tu es, quelle a été ta formation à l'IA, quelle a été ta formation personnelle, mais dans pratiquement toutes les boîtes, je suis quasiment sûr que les gens ne sont pas vraiment formés spécifiquement à ce genre de sujet. Non, c'est sûr. Alors, moi, c'est particulier parce que je me forme toute l'année, tout le temps, sur plein de sujets différents. Seul ? Mais j'achète... Désolée, c'est pas chez toi. Mais j'achète mes formations sur Udemy. Ouais. Ça coûte pas très cher. Et en fait, là, je peux me faire une formation sur toute la suite Adobe pour apprendre à monter un podcast. C'est quand même une compétence en plus. Surtout qu'ils te rajoutent aussi des briques IA pour gagner du temps. Mais c'est une formation, elle dure 16 heures. Tu la fais le soir après le boulot. Et voilà. Donc, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut se former. Il faut faire bouger les choses sur les 3 sujets que tu as évoqués. C'est l'avenir. Et donc, on va s'arrêter là-dessus avant de passer au crible. Donc, c'est quelques questions un peu plus personnelles pour conclure. La première, c'est le livre qui t'a le plus marqué, disons, de cette décennie. Parce que j'imagine quand de cette décennie. Ouais, de cette décennie. C'est dur, ça. S'il n'y en a pas, ça peut être plus loin. Mais... De cette décennie. Il y en a... Ah oui, non, évident. Je ne sais pas si c'est exactement de cette décennie, mais assez récent. Hua, H-U-A,
YUHUA, je le recommande à tout le monde. Brothers, c'est un livre sur la Chine et en fait, tu comprends la Chine mieux que... Enfin, c'est édifiant. Tu sors, tu as les larmes aux yeux, tu as mal au ventre parfois, mais tu ris parfois. Mais ça en dit plus sur la Chine que n'importe quoi d'autre et c'est absolument fascinant. D'accord. Et tu te retrouves finalement dans le voyage que tu as fait, tu retrouves ça dans ce livre? Non, pas? mais en fait, le truc que j'ai trouvé très intéressant dans la culture chinoise et dans beaucoup de cultures asiatiques, c'est que nous, on se raconte, on parle de nous. Eux, il y a pas, l'expression de soi est minime, ils ne se racontent pas. Donc, si tu veux les comprendre, tu dois les observer. Donc, D'accord. être sur place, observer, regarder, être attentif et lire. Les livres sont l'un des rares moyens de pénétrer ces cultures-là et de comprendre comment ils regardent, quel regard ils posent sur la vie. Super intéressant. Et la rencontre qui a changé ta vie, une des rencontres qui a changé ta vie? Ah ouais, en fait, il s'appelle Malek, j'ai plus de nouvelles de lui depuis des années. Et en fait, c'était un café et j'avais décidé de ne pas passer les concours finalement en admission parallèle. J'étais à la fac, j'étais pas bien, j'étais déprimé. Et j'ai failli ne pas passer les concours. Si je n'étais pas allé à ce café-là pour voir un match de foot et qu'on était supporters de la même équipe et qu'on était les deux seuls, qu'ensuite on avait sympathisé, je pense que je ne passe pas les concours et que tout le reste est complètement changé. Donc, je ne passe pas les concours, donc je ne serai pas de prépa, donc je ne sais pas. Ouais. Merci, Incroyable. Malek. Des fois, c'est des petites rencontres Ouais. comme ça, des personnes improbables qui ont juste une parole qui va Il a été adorable faire parce qu'il flash dans ta tête. il m'a mentoré, alors que Ah ouais. je l'ai rencontré une fois et pendant toute l'année des concours, Incroyable. il m'a mentoré. Et tu le connaissais ni d'Anne ni d'Adam. Idem, il Adam, était la pure générosité. incroyable. Merci Ouais. Malek. Il a fait l'ESSEC. Peut-être qu'il regardera ce truc-là. Retrouve-moi, parce que moi, j'ai pas réussi à te Retrouvez retrouver. Malek. Moi, je suis pas bon C'est- sur les noms. Je me souviens peut-être de son nom de famille. Et Ah, mince. je te verrai Eh un ben, super bon repas. j'espère, j'espère que tu le retrouveras du coup. Et encore une question. Ton premier essai, le plus claqué au sol, pour lequel tu as persévéré, est devenu un master. Parce qu'on commence tous, on n'est pas très bon. Toi qui as l'air d'être bon de partout, ça m'intéresserait de savoir. Non, je suis pas. Non, moi, j'ai beaucoup échoué. Hein. Beaucoup échoué. Hein. Alors là, pour le coup, j'itère très vite, mais beaucoup échoué. On a lancé, avant de lancer la prépa, on a lancé une agence immobilière à l'EDEC en début de première année ou en milieu de première année. Et en fait, il y avait des gens qui partaient en échange. C'était un programme où tu partais sur l'année scolaire. Tu partais pendant tes 3 années, à l'EDEC. Tu faisais quasiment 6 mois en France, 6 mois ailleurs. 6 mois en France. Donc, on s'est dit, on va proposer à ceux qui reviennent d'avoir des logements pour 6 mois, parce que c'est hyper compliqué de trouver un logement. Donc, on a eu une idée d'agence immobilière sur mesure pour eux. C'est intelligent, ça. Ouais. Ça a été un fiasco. Zéro Ah euro ouais. de vente. Rien. Ok. C'était ta première expérience. Ouais, mais j'ai bossé comme un taré. J'y ai perdu beaucoup de sous. Ok. D'accord. J'aurais envie de te poser plein de questions en fait sur l'échec, mais du coup, ce sera peut-être pour la prochaine J'en fois. ai eu beaucoup. T'en aurais 2-3 à citer des échecs qui t'ont marqué? Ensuite, après les oraux, le lancement des écrits dans PGE, PGO. Donc, gros foirage en année 1. Dans les échecs, il y en a beaucoup. Allez, dans le monde des concours, j'en ai eu quelques-uns. Oui, 1am.video, un système où tu pitches qui tu es en 1 minute vidéo. Et l'idée, c'était de créer une sorte de le CV vidéo d'1 minute. D'accord. Et ça n'a pas... Pas du tout marché, Ok. mais pour d'autres raisons. Ok, et allez, une dernière question pour finir. Pour toi, qu'est-ce que signifie réussir sa vie? Qu'est-ce que signifie réussir sa vie? Ouais, je pense que le truc, c'est la générosité. J'en ai beaucoup parlé. Alors, je vais répondre en parlant d'Anthony Giraud sur les winning mindset. Il a étudié les recettes du succès des plus grands sportifs. Donc, il a fait ça sur plusieurs décennies. Il a écrit des bouquins là-dessus. Et il dit, il y a 4 piliers. C'est avoir la victoire en soi, visualiser la victoire, donc vraiment voir la victoire. Donc la victoire dans la vie, c'est qu'est-ce qui te meut. Enfin, donc, dire voilà, je veux vivre une belle vie. Le plaisir, donc prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, le progrès permanent et le sens. Et en fait, je pense qu'avec ces conditions du winning mindset, si tu as réussi à réunir ça, des petites victoires pour toi, progresser tout le temps, prendre du plaisir à ce que tu fais et avoir du sens. Si tu as réussi les 4, parce que avoir du sens sans le reste, ça ne marche pas, mais les 4,
Moi, en tout cas, le coaching d'Anthony dont je bénéficie change ma vie. Très souvent, en ce moment, depuis que je le connais, je pense au winning mindset. Incroyable. Ouais. J'ai hâte d'en savoir plus sur toutes ces méthodes. Merci beaucoup. Merci Mustapha, c'était un Merci à plaisir et hâte de pouvoir rediscuter de tout ça. Bravo à toi. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Si vous vous êtes senti grandi à la fin de cet épisode, et c'est ce que je souhaite profondément, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à me contacter directement pour me donner vos feedbacks ou encore pour me proposer des personnalités extraordinaires dont vous auriez envie de tout savoir. Je serai très heureuse de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. À très bientôt.